Mesdames, Messieurs, je vous accueille avec beaucoup de plaisir au nom du Cercle des managers de l'immobilier. Alors, c'est presque devenu une institution, hein, je crois pouvoir le dire. 11e débat. Ce cercle est né, je le rappelle, pour ceux qui y participent pour la première fois, au cœur du confinement. Bien sûr, nous n'avions que ces modalités virtuelles pour débattre entre nous, avec des professionnels de la communauté immobilière, mais avec tous ceux que les questions de logement et d'immobilier intéressent. Nous continuons selon cette modalité. Elle est malheureusement encore d'actualité. Il y a encore beaucoup de précautions à prendre. Et puis, ça fonctionne bien. Voilà, vous êtes près de 500 à participer, c'est-à-dire à assister dans une salle virtuelle à ce débat. Je vous en remercie. Nous allons parler aujourd'hui, on s'emploie à coller à l'actualité de la politique immobilière, politique du logement. Nous allons parler de l'investissement locatif des investisseurs, c'est-à-dire aussi des locataires, avec un certain nombre de dispositions, de mesures qui sont annoncées par le gouvernement, qui sont redoutées ou appréciées des propriétaires. Il y a encore quelques semaines, après le déconfinement, on avait constaté une moindre appétence des ménages français à investir, à acheter pour louer. Les derniers chiffres de Century 21, par exemple, semblent nous rassurer sur le sujet. En tout cas, on sait que l'investissement est une question très sensible et que le climat politique, économique compte beaucoup. C'est de tout cela qu'on va parler et nous allons le faire avec les organisateurs de ce cercle des managers de l'immobilier. Je les accueille par priorité. Ensuite, j'aurai le plaisir de vous présenter ceux qui ont bien voulu débattre avec nous, qui sont tous, à des titres divers, des experts de cette question. J'excuse tout de suite Émilie Jousset, qui est la présidente de l'UNIS du Grand Paris. Elle a été l'une des initiatrices voilà, il y a quelques mois, avec nous de ce cercle, des raisons familiales, rien de grave, mais l'empêche d'être avec nous ce soir. On a en revanche Benjamin Darmouni, François-Emmanuel Borel, tous deux élus de l'UNIS du Grand Paris et de l'UNIS national d'ailleurs, je tiens à le dire, et puis tous deux des professionnels. Ils s'effaceront ensuite, mais ils sont la puissance invitante avec moi. Je salue d'abord Benjamin, qui peut-être nous dire un petit mot sur ce cercle et sur le thème de ce jour. Bonsoir à tous. Merci Henri. Le cercle des managers de l'immobilier a été une aventure qui a commencé avec le Covid-19 et eu égard à son succès a perduré dans le temps. Et je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous posent des questions tous les jours sur le site internet. Ça nous permet d'entretenir des relations sur les sujets d'actualité. Et sachez que le cercle est aux côtés des professionnels de l'immobilier pour répondre à leurs interrogations. Et c'est comme ça que ce soir, on a choisi ce thème parce que c'est un thème très important, tant au niveau des clients, des professionnels que nous sommes, que de l'immobilier d'une manière générale, parce que les investisseurs, il ne faut pas les oublier. Et je pense qu'au travers des différents sujets, des différentes propositions de loi, ils sont, mais nous le verrons tout à l'heure, un peu mis à l'écart de la relance qui sera nécessaire après crise. On évoquera notamment les sujets concernant l'encadrement des loyers, ma prime rénov, évidemment le permis de louer, et notamment et les professionnels ont un vrai sujet sur cette question, et aussi l'obligation au travers de la Convention citoyenne de rénover avant 2024 les maisons et les appartements détenus par des investisseurs. Tous ces sujets méritent qu'on s'arrête dessus et qu'on se pose la question de savoir quel avenir un investisseur dans l'immobilier a en France aujourd'hui. Merci Benjamin. François-Emmanuel, un petit mot d'accueil. Oui, bonjour à tous. Comme vous pouvez le constater, le Cercle des managers de l'immobilier se veut œcuménique. Nous recevons donc différents interlocuteurs, quels qu'ils soient situés géographiquement, mais aussi syndicalement.
Donc ça, j'en suis absolument ravi. Nous avons également le grand plaisir de pouvoir réanimer en quelque sorte ces sujets vraiment très chauds d'actualité. On sait très bien qu'il y a des arbitrages qui sont en train de se faire du fait de l'absence de tourisme. Toutes les locations meublées saisonnières ou dites hôtelières sont désormais vacantes. Donc, il y a une question véritablement de réorientation du portefeuille et des investissements. Donc, je sais très bien que tout est extrêmement mobile. On est dans une incertitude totale, je pense, de semaine en semaine. Si on pouvait déjà avoir ce soir quelques pistes qui puissent orienter chacun d'entre nous sur la façon dont il gérera cette crise, dont nous pouvons conseiller nos clients au titre de cette gestion, écoutez, j'en serais tout à fait ravi et je suis certain que l'addition de nos forces permettra déjà d'avancer davantage. Et je vous en remercie par avance. Merci beaucoup, François Emmanuel. Alors, j'insiste sur un point. J'en suis en effet très heureux parce que ce cercle, il a toujours eu vocation à être écuménique. Ça s'est constaté. Hein, on a eu des invités d'horizons très divers. Là, ce soir, en tout cas, même si l'inspiration porte l'enseigne de l'unisme, on voit bien, et je vais vous le présenter tout à l'heure, qu'on a un invité qui est un responsable de la FNAIM, hein, l'autre grand syndicat. Voilà, donc une preuve d'écuménisme. Ce soir, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, et pas non plus, bien sûr, d'orientation politique. En revanche, ceux qui s'expriment le font parce qu'on apprécie que ce sont des experts, des spécialistes. Et je vous les présente avec beaucoup de plaisir. Le premier, Jean-Luc Laglaise, il est député de la Haute-Garonne. Alors, j'allais dire, il y a un syndrome hein, dans la Haute-Garonne. Il y a d'autres noms de parlementaires qui sont des spécialistes. On a déjà accueilli Michael Nogal. On peut penser aussi au nom de Sylvia Pinel. D'évidence, il y a un lien très particulier entre Toulouse, la Haute-Garonne et l'immobilier. Jean-Luc Laglaise incarne cet attachement à la politique du logement. Il est l'auteur d'un rapport sur la maîtrise du coût du foncier, mais dans ce rapport que je vous invite à lire, il est en libre accès sur le site de l'Assemblée nationale, par exemple, et au nombre des propositions qui sont faites, il y en a une cinquantaine, il y a beaucoup de choses sur l'investissement locatif privé et non seulement sur les questions foncières. Et j'ajoute que Jean-Luc Laglaise, qui va apparaître à l'écran, à titre professionnel, est conseil en gestion de patrimoine. Donc, c'est un homme qui a fait le choix de connaître parfaitement les problématiques et les logiques de l'investisseur, hein, que François-Emmanuel vient de rappeler, avec le besoin de visibilité, de réassurance que les investisseurs ont. Monsieur le député, vous êtes avec nous. Bonjour, Monsieur le Président. Effectivement, je suis avec vous et ça me fait extrêmement plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est vrai que j'étais, avant d'être député, conseil en gestion de patrimoine et c'est là que j'ai pu me rendre compte à quel point le droit fiscal français est un droit mouvant. Je pense qu'il n'y a pas un pays dans le monde où la fiscalité change aussi rapidement, où chaque ministre a envie d'avoir son nom attaché à une loi ou à un système de défiscalisation. Et ne se rend peut-être pas systématiquement compte que l'immobilier, c'est un grand bateau qui a besoin d'avoir un cap, d'y voir loin, et donc de se mettre tous ensemble sur une suffisamment longue durée pour voilà, avoir un investissement sur, c'est plutôt 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on investit, et non pas 9 ans ou encore ou 3 ans ou des choses, ou des investissements juste sur du financier. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a animé jusqu'à présent. Quand j'ai fait ce rapport au Premier ministre, effectivement, qui m'avait demandé de lui fournir des pistes pour lutter contre la spéculation foncière et baisser le prix du logement, j'ai insisté, il y a un chapitre complet sur l'investissement immobilier. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la taxation des revenus immobiliers est plutôt mal faite. Selon que l'on loue en vide ou en meublé, on ne relève pas du même régime. Donc, ça veut dire que quelque part, on va rechercher quel est le régime le plus intéressant, mais d'une année sur l'autre, c'est peut-être pas le même. Voilà. Et donc, ce genre de calcul, l'investisseur immobilier, il n'a pas à le faire. Il faudrait qu'il se dise, ben voilà, où est-ce que je peux avoir une certaine rentabilité. Donc, aujourd'hui,
l'investisseur immobilier, c'est souvent un particulier, hein, puisque les grandes foncières ont quitté ce domaine-là il y a plus de 30 ans parce que ça ne rapportait pas suffisamment. Et l'investissement en tout cas dans les logements, l'investissement dans les bureaux et dans les commerces a rapporté plus d'argent et l'investissement financier également. Aujourd'hui, enfin depuis plusieurs années maintenant, l'investissement financier rapporte de moins en moins. Et on a vu avec le Covid que les bureaux et les commerces, ce n'était peut-être pas non plus la panacée. Donc, il va peut-être y avoir de nouveau un certain intérêt pour l'investissement du logement. Ceci étant, il va falloir harmoniser un certain nombre de choses. Et je ne crois pas qu'on soit encore au grand soir du chantier fiscal. J'espère que ça sera pour le prochain quinquennat. En tout cas, moi, je travaille dans cette idée-là pour faire en sorte que le prochain candidat à la présidence de la République et donc le prochain président puisse parler pendant la campagne de ces thèmes pour avoir la légitimité pour le mettre en œuvre tout de suite. Alors, merci beaucoup. La toile de fond est tendue. C'est vrai que le mot de rente associée à l'immobilier est encore dans les esprits. Et puis, on va égrener un certain nombre de dispositions ou de promesses de dispositions qui peuvent inquiéter. Merci d'avoir rappelé des fondamentaux qui vont inspirer notre débat. C'est clair, on a parlé de lisibilité, de simplicité, de stabilité de la règle fiscale. On n'y est pas. Je voudrais, monsieur le député, vous rendre un hommage. Vous avez obtenu un vote de la Commission des finances de l'Assemblée nationale sur une disposition qui a toutes les chances d'entrer dans la loi fiscale. C'est une exonération de taxation de plus-value pour la cession des droits à construire pour surélever un immeuble. Voilà. Et ce, pendant 4 ans. Alors, on sait que la densification, c'est un enjeu, pas que pour le gouvernement, pour les professionnels, notamment les syndics. Il y en a beaucoup avec nous aujourd'hui. C'est une belle victoire. Voilà, je tiens à vous le dire. Et qui permet également de sortir systématiquement de la subvention. Absolument. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui nous dit, et pas qu'un gouvernement, et des Français qui nous disent il faut insister sur la rénovation énergétique. D'accord. Mais où vont les copropriétaires, où vont-ils trouver l'argent? Parce que quand vous êtes dans une copropriété et que vous voulez rénover votre immeuble, vous avez face à vous des propriétaires qui ont peut-être les moyens, mais d'autres qui ne les ont pas. Et donc, où on trouve l'argent? Est-ce que c'est à la commune est-ce que c'est la commune qui doit financer? Est-ce que c'est l'État? Or, il y a très souvent dans nos centres-villes des droits à construire, c'est-à-dire que votre immeuble, il est en dessous du plafond du PLU. Et donc, vous avez probablement la possibilité de construire un étage ou 2 étages. Et cette cession de droits à construire, en fait, ça génère du financement qui peut être réutilisé dans la rénovation énergétique de l'immeuble. Et donc, ce que j'ai demandé, c'est que, au moins pendant 2 ans, mais moi j'aimerais que ça soit définitif, mais enfin bon, on va se contenter de 2 ans pour l'instant, la réutilisation de cette finance pour rénover l'immeuble soit totalement exonérée d'impôts sur la plus-value pour un particulier ou d'impôts société si c'est une société qui est copropriétaire. Voilà. Donc, c'est un des éléments effectivement que j'avais proposé au Premier ministre dans mon rapport de fin 2019. Merci beaucoup. Je continue les présentations et puis ensuite je vais revenir vers vous. Vous serez le premier à vous exprimer sur les sujets du jour. Je vous présente, allez, on va faire par ordre alphabétique. Et je mets l'élu du peuple à part. Stéphane Benelem, il est avec nous. Il est président délégué de l'UNIS national. Il a des responsabilités territoriales aussi. C'est un homme du Nord, un Lillois, et il est vice-président de l'UNIS du Nord et de l'UNIS des Hauts-de-France. Bien sûr, il est administrateur de biens lui-même. Bonjour Stéphane. Bonjour Henri. Écoutez, merci pour l'invitation pour le débat d'aujourd'hui. Effectivement, des sujets qui sont d'actualité et qui peuvent poser des questionnements sur l'application. Donc, on va essayer d'y répondre. Merci beaucoup. Je salue Denis Génito qui est avec nous. Il est le président de la commission gestion locative de l'UNIS. Donc, voilà, on est au cœur de ce sujet. Et il est aussi lui-même un administrateur de biens. Bonjour Henri, merci à tous les participants. Je suis très heureux d'être votre invité. Je vous exposerai tous les bonheurs d'être investisseur immobilier aujourd'hui. Bien.
on sent que le mot bonheur peut-être est à nuancer. On va voir. Un autre qui est capable de nuancer le bonheur d'être propriétaire investisseur, c'est Frédéric Pellissolo. Alors, Frédéric Pellissolo était administrateur de l'UNPI Paris. Je peux bien vous dire qu'il en sera vice-président d'ailleurs lors du prochain conseil d'administration. C'est une annonce. Et puis, il est aussi administrateur de biens, mais on sait qu'il y a historiquement, il y a une consanguinité entre la représentation de la propriété et puis la représentation des gestionnaires professionnels. Frédéric en est un exemple, à la fois professionnel, mais ce soir, c'est au nom des propriétaires investisseurs qui s'exprimera. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Henri, et merci de m'avoir invité. Écoute, oui, enfin, au niveau des propriétaires, il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. On a l'impression que les propriétaires sont punis ou sont mis sous tutelle. Voilà, donc je pense qu'il y a des sujets intéressants à aborder et avoir le point de vue des propriétaires. Parfait, le rouge est mis. Le dernier, par ordre alphabétique, Michael Raymond. Alors, je l'ai cité tout à l'heure, c'est vrai que il y a une symbolique, mais elle est importante. On n'avait jamais eu deux représentants ayant des fonctions nationales dans ce débat de la FNAIM, de l'autre syndicat, pas celui qui a inspiré le cercle, mais de l'autre syndicat. Michael, merci d'être avec nous. Tu es l'homologue en fait de Denis Génito, puisque tu présides la commission gestion locative de la Fédération nationale de l'immobilier. Exactement, j'ai le plaisir de présider cette commission. Merci pour cette invitation. Bonjour à tout le monde. Bon, ceci étant, une petite précision, on se voit en débat aujourd'hui avec Denis et quelques autres, mais concrètement, ça fait des mois qu'on travaille ensemble, qu'on échange, et on a passé des heures ensemble déjà en visioconférence de façon plus discrète parfois, mais on a énormément échangé avec Denis et beaucoup de monde au cours des derniers mois. Donc, ça va apparaître quelque chose qui est sous-jacent depuis déjà assez longtemps. Bon, vous n'avez pas attendu le cercle, mais c'est important de montrer le couple en public aussi. Donc voilà. Donc c'est notre coming out ce soir. Voilà, c'est le coming out. Mais c'est très bien. D'ailleurs, on sait qu'il y a un sujet de rapprochement entre la FNAIM et l'UNIS. Bon. Ce soir, on voit bien en tout cas que vous débattez ensemble avec sans doute des points communs, peut-être des différentes appréciations. On va y venir. Alors, on entre dans le vif du sujet. Monsieur le député Jean-Luc Laglaise, on a fait dans notre titre, et ça a été rappelé par Benjamin tout à l'heure, une liste de sujets d'inquiétude, on va dire. Ils ne sont peut-être pas exhaustifs parce que vous avez vous-même insisté sur l'absence de réforme fiscale, notamment pour les propriétaires bailleurs. C'est vrai qu'on l'attendait. On l'attendait au début du quinquennat du président Macron. Elle n'est pas intervenue. Depuis quelques mois, on peut comprendre aussi que certains sujets soient un petit peu différés. Mais en attendant, le statut de l'investisseur privé, globalement, il est ce qu'il était il y a quelques années. Alors, dans le neuf, on a un dispositif bien connu qui porte le nom d'une élue de votre région, le dispositif Pinel, qui succède à beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui va en advenir? On l'a cité dans notre liste. La ministre Emmanuelle Wargon a parlé de prorogation. Vous allez nous dire, on est en plein début d'examen du projet de loi de finances, ce qui va en être. Elle a parlé d'amélioration du dispositif Pinel. Qu'est-ce que ça veut dire, l'améliorer? Le dispositif pour l'ancien, pour l'existant, le déficit foncier, à ma connaissance, ne fait pas l'objet d'évolution. Est-ce que c'est normal? On parle d'encadrement des loyers étendu. On sait que deux villes avaient ouvert le bal, Paris bien sûr, mais Lille aussi. On a avec nous, je l'ai dit, un professionnel lillois. Toulouse, ça a été en débat. Vous allez sans doute pouvoir nous éclairer. Vous connaissez très bien la politique de cette ville-là. Il faut parler de MaPrimeRénov'. Alors, vous avez dit clairement, la cession des droits à construire, c'est une façon, de manière autonome, finalement, de financer la rénovation d'un immeuble. MaPrimeRénov', c'est différent, c'est une prime qui nous vient de l'État, on va dire, de l'argent public. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On a parlé de la conditionner à une baisse des loyers, c'est-à-dire qu'un propriétaire bailleur ne serait éligible qu'avec des loyers moindres que le marché. On sait, ça c'est pas écrit aujourd'hui, on sait en revanche qu'il va y avoir une dépendance aux revenus des ménages, mais la ministre a dit on va quand même regarder le niveau des loyers.
Le permis de louer a été évoqué. Et puis, il y a un amendement aussi qui a été voté par votre Assemblée, Jean-Luc, par l'Assemblée nationale, je dirais, contre le squat. Voilà, donc le menu est copieux. Et en plus, vous avez le droit d'en rajouter. Votre regard sur le sort qui est fait aujourd'hui aux propriétaires investisseurs. Et là, dans les mois qui viennent, est-ce qu'il y a des choses à craindre? Est-ce qu'il y a des combats à mener pour que l'investissement locatif soit à son meilleur niveau? Il y a des combats à mener, mais c'est des combats sur le long terme. Je pense qu'effectivement, il faut changer le statut, en tout cas mettre en place un statut du propriétaire bailleur, ce qu'aujourd'hui on ne sait pas faire. En tout cas, quand on loue du nu et qu'on est une personne privée. Après qu'il y ait eu pendant un certain nombre d'années et qu'il y ait encore des dispositifs qui permettent de viabiliser des constructions neuves, donc par exemple le dispositif Pinel, ce sont des choses qui permettent en fait à un promoteur de s'assurer qu'il va y avoir au moins 30% des appartements qui vont être vendus de manière à avoir la garantie financière pour les autres, pour ceux qui veulent l'occuper. Voilà. Ceci étant, le dispositif Pinel qui permet à des bailleurs d'acquérir des biens a aussi d'autres inconvénients, parce que déjà, on ne peut louer ces biens qu'à des tarifs plafonnés. Donc, quand on parle d'encadrement des loyers comme un chiffon rouge, le chiffon, il est déjà inscrit dans la loi, puisque en fonction du lieu dans lequel vous achetez, vous ne pouvez pas louer à qui vous souhaitez. Vous ne pouvez louer qu'à un certain type de population qui a des revenus totalement encadrés et à des loyers particulièrement encadrés. Voilà. Le dispositif Pinel, d'après ce que l'ensemble des acteurs que j'ai pu rencontrer, est également un facteur augmentatif de prix. Ne nous cachons pas ce genre de choses. L'économie fiscale qui est réalisée là-dedans est souvent à rajouter au prix de vente de l'appartement. Donc, ce n'est pas obligatoirement une excellente affaire, ce n'est pas systématiquement une excellente affaire pour l'investisseur. Donc, je pense que c'est un dispositif extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, dans mon rapport au Premier ministre, je propose des axes d'amélioration de ce système. Mais je pense qu'il ne faut pas tout baser là-dessus. Il y a d'autres systèmes qu'il faut traiter, et notamment travailler sur comment remettre sur le marché des appartements qui sont aujourd'hui vides, qui sont en centre ancien, qui ne sont plus au goût du jour et qui permettraient de loger des familles également et de générer des revenus pour les personnes qui… Sur le Pinel, alors juste, c'est un point important, après on verra les 3-4 autres sujets qui ne le sont pas moins. Vous dites qu'il faut se méfier de ce dispositif fiscal, comme des précédents d'ailleurs. On a toujours identifié qu'il y avait des travers. Dans un processus d'amélioration, c'est le mot qu'a utilisé Emmanuel Wargon, vous diriez quoi? On s'attend à une prorogation, c'est ça, je crois, jusqu'en 2022, c'est ce qui a été annoncé de ce dispositif. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut l'ouvrir de nouveau aux zones non tendues? On sait qu'il a été recentré sur les zones les plus tendues. Voilà, zone A et B1, pour le dire en termes administratifs. Est-ce que les plafonds, vous les avez évoqués, sont vraiment contraignants et bloquants pour l'investisseur? Qu'est-ce que vous feriez du Pinel aujourd'hui? Et après, parlons de la mobilisation des appartements vides, en effet. Si j'étais ministre aujourd'hui, le Pinel, en fait, je rendrais les zones éligibles à la main des élus locaux. En fait, ce sont les élus locaux qui savent où est-ce qu'il faut construire du Pinel, et ce n'est pas à Paris qu'on le sait. Donc, déjà, je ferai ce genre de choses-là. Alors, on appelle ça le zonage de projet, je crois. C'est le terme consacré, c'est ça. Je permettrai à un investisseur de faire plusieurs investissements par an et pas un seul investissement par an. Et ensuite, je modulerai le volume accessible en Pinel en fonction du lieu. C'est-à-dire un Pinel à Paris ou un Pinel à Toulouse ou un Pinel ailleurs ne doivent pas obligatoirement donner lieu au même montant défiscalisable.
Aujourd'hui, c'est la même chose un peu partout et ce n'est pas obligatoirement adapté au terrain. Voilà. Donc, je l'adapterai un petit peu plus au terrain et un peu moins à la sauce parisienne. D'accord. Et sur les plafonds de loyer, parce que cette contrepartie, on va dire sociale, qui a varié selon les dispositifs, hein, on se rappelle le dispositif Besson qui était plus social, bon, ou tel ou tel autre ministre qui a relevé les plafonds. Aujourd'hui, les plafonds du dispositif Pinel, on n'en parle plus. Ils paraissent inscrits dans voilà, dans les mœurs. Vous les trouvez pénalisants? Vous en feriez un autre calcul? Je trouve que ce type de dispositif comme Pinel a un inconvénient, c'est qu'il remet en place des ghettos parce que, comme la loi SRU a mis en place des ghettos, il y a des ghettos de riches, des ghettos de pauvres. La loi Pinel ne permet, dans certains quartiers, et je pense à des quartiers toulousains, de ne loger qu'un certain type de population. Si vous dépassez les quotas, vous ne pouvez plus vous loger dans certains quartiers. D'accord. Et donc cette limitation de revenus vous paraît… La solution pour les investisseurs dans le futur n'est pas dans des nouveaux dispositifs ou dans des aménagements de dispositifs Pinel, mais dans une réflexion complète sur comment on taxe ces revenus-là et comment on met en place des amortissements qui ne seront pas obligatoirement des amortissements liés ou factices comme un dispositif comme Pinel. Il faut qu'il y ait dans tout, qu'on soit dans le neuf ou dans l'ancien, qu'on traite tout le monde de la même manière avec des amortissements sur des travaux, des amortissements, voilà. Et que ça soit de cette manière-là que l'on avance sur le terrain de la construction. D'accord. Alors, si on en arrive au dispositif du déficit foncier, hein, ce que vous dites nous oriente vers ce fameux déficit hein, qui est très stable, hein, qui est dans le Code général des impôts depuis des dizaines d'années. L'enveloppe de travaux dont on pourra imputer le montant sur en déficit, hein, en réduction des revenus, n'a pas varié depuis, je crois, 35 ans. On l'a même converti quand on est passé à l'euro sans la modifier du tout. Qu'est-ce que vous pensez de ce point-là? Parce que là encore, il ne s'agit pas d'une aide de l'État comme MaPrimeRénov', c'est une prise en compte fiscale. Est-ce que vous améliorerez ce point-là? Vous avez parlé d'amortissement, c'est aussi un sujet. Une ou deux pistes d'amélioration du statut fiscal? Alors, changer le mode de calcul et notamment de mettre en place l'amortissement pour la totalité, là, c'est une refonte totale du Code général des impôts et donc, ça ne sera pas pour cette fois-ci. Par contre, le plafond de 10 700 €, par exemple, qui n'a pas bougé depuis très longtemps, effectivement, je n'y avais pas pensé et j'ai été sollicité par la FNAIM, pour ne pas la nommer, pour porter un amendement dans ce sens-là, pour l'augmenter. Effectivement, je trouve que c'est une bonne idée. Il devrait au moins suivre l'inflation ou quelque chose comme ça. C'est ça. Donc, je déposerai un amendement pour le porter au moins à 15 000 € pour cette fois-ci. D'accord. Alors, si on sort un peu du champ fiscal, on pourrait y passer la totalité du débat, mais on veut aussi voir d'autres problèmes. Encadrement des loyers. Vous avez été un élu de la métropole de Toulouse, et c'est votre ville. Est-ce que Toulouse s'apprête, comme d'autres l'ont annoncé, hein, la ville de Lyon par exemple, hein, j'étais avant de vous rejoindre avec un journaliste lyonnais qui voulait un regard sur les risques éventuellement attachés à l'encadrement des loyers à Lyon. Plusieurs villes françaises ont dit, leurs maires ont dit, on va encadrer les loyers, sachant que la loi donne aux maires la possibilité d'attirer l'attention sur leur situation locale, de surchauffe éventuellement. Qu'est-ce qu'il en sera à Toulouse? Parlons de cette ville qui est bientôt la troisième ville de France. Hein. Toulouse est effectivement la troisième ville de France dans très peu de temps. Toulouse n'est pas la ville la plus chère. Toulouse, en termes de prix d'achat au mètre carré, est l'une des villes les moins chères de France, est moins chère que Bordeaux, par exemple. Et en termes de loyer, n'est pas non plus la ville la plus chère. Donc, l'encadrement des loyers sur Toulouse ne me paraît pas particulièrement efficace. Je pense que l'encadrement des loyers, globalement, vu le niveau où est prévu l'encadrement, n'est pas une mesure qui est très, très, très efficace pour baisser les loyers. C'est mon intime conviction. Ceci étant,
si c'est une mesure qui permettait d'éviter la surchauffe du prix des appartements, parce que si on sait que les loyers sont de toute façon capés, ça veut dire que globalement, le prix au mètre carré pour l'investisseur doit être capé. Sinon, le promoteur ne trouvera jamais des clients pour acheter leur loyer. Donc, si ça peut avoir un effet bénéfique pour ralentir la surchauffe des prix de logement, je ne suis pas fondamentalement opposé. Mais ça n'aura que cet effet-là. Ça n'aura, à mon avis, pas spécialement d'effet sur l'encadrement des loyers. Sachant qu'on peut aussi en sortir de l'encadrement des loyers, sous réserve d'avoir un bien qui est différent, qui a quelque chose de particulier. Donc, on peut y déroger. Ça ne me paraît pas une mesure extrêmement contraignante. Ça me paraît plutôt un fanion, une posture, une position, on va dire. Alors, un regard très intéressant, on pourra demander aux administrateurs de biens, lillois ou parisiens, leur regard là-dessus, mais votre regard, je dirais, est original, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idéologie autour de ça, on est pour, on est contre. Bon, vous avez un regard économique sur le sujet, on le retient. Le permis de louer. Le permis de louer, votre avis? Alors, là-dessus, on est face à des professionnels, avec des professionnels. Il y a deux sujets. Frédéric Pellissolo représente les particuliers, éventuellement ceux qui gèrent eux-mêmes. Les professionnels ont dit pourquoi, lorsqu'un bien est géré par un professionnel qui lui-même doit respecter les obligations de décence ou de dignité du logement, ce dispositif qui est fait pour lutter contre l'indécence ou l'indignité, pourquoi on y astreint les propriétaires qui donnent à gérer? Et d'une manière générale, quel est votre regard sur ce dispositif que les communes ont la faculté d'utiliser ou de ne pas utiliser? Alors pour moi, le permis de louer, c'est le type même de la fausse bonne idée. Voilà, tout simplement. Ça a été fait et on comprend que ça a été fait pour éviter les marchands de sommeil. C'est ça. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont logés dans des conditions lamentables, inacceptables, et vous avez des gens qui se font de l'argent sur la misère humaine. Et ça, il faut absolument l'arrêter. Et donc, ça a été fait de cette manière-là, pour faire en sorte que ce type de logement ne puisse pas être mis sur le marché et que les marchands de sommeil ne puissent pas s'enrichir sur la misère humaine. Donc, le fond est bon, sauf que c'est totalement inapplicable et inappliqué parce qu'on n'a jamais vu un marchand de sommeil aller faire une demande en mairie de permis de louer. C'est ça. Donc, ça rate totalement sa cible. Voilà. Et donc, je vais proposer à la Commission des affaires économiques de faire un bilan sur le permis de louer et donc de regarder à quoi ça sert. Est-ce que vraiment ça a limité les marchands de sommeil et qui ça a embêté vraiment? Parce que ce que ça embête aujourd'hui, c'est uniquement les agents immobiliers. Voilà. Et les autres. Voilà. Alors, c'est vrai que les particuliers eux-mêmes, on verra ce que dit Frédéric. Et les particuliers. Pour certains échappent au dispositif, certes. Les professionnels eux-mêmes, ça leur crée un embarras de plus. Et la cible, c'est-à-dire les marchands de sommeil, on les voit mal aller se déclarer en mairie avec un logement indécent, hein, en effet. Et de toute façon, les amendes qui étaient liées à l'indécence du bien ou autre étaient quand même relativement faibles. Il y a dans la loi Elan des choses beaucoup plus contraignantes, notamment en termes d'amende et de récupération de biens et autres, qui sont beaucoup plus fortes que ce permis de louer. Alors, encore un mot avant d'arriver, et ensuite on fera parler les professionnels, mais c'était précieux d'avoir votre avis en plein examen de projet de loi de finances et d'autres dispositions. Amendement anti-squat. Si vous l'avez en tête, vous nous rappelez la disposition. En fait, on s'est aperçu, il y a eu des histoires récentes, il y en a depuis toujours, mais très récemment, peut-être aussi sous l'effet des circonstances économiques, on a vu que quelqu'un qui squattait un logement, notamment locatif, parce que les logements locatifs sont appelés à être parfois vacants au moment d'un changement de locataire, on voit quelqu'un l'occuper sans droit ni titre, et 48 heures après le début de l'occupation, on ne peut plus l'expulser. Donc, on a vu des cas de désarroi des propriétaires, et l'un de vos collègues a pris l'initiative d'un amendement qui a été voté chez vous. Vous nous en dites un mot et votre regard sur ce durcissement, je dirais, de la loi. Oui, aujourd'hui, la loi protège la résidence principale d'un individu.
si quelqu'un pénètre dans votre résidence principale et l'occupe, ça s'appelle de la violation de domicile. Et donc, vous pouvez faire requérir les forces de l'ordre pour expulser cette personne. Et il n'y avait que la résidence principale, et que le domicile, en fait. Et donc, on s'est rendu compte que cette loi était insuffisante, et notamment parce qu'elle ne protège pas les résidences secondaires ou le locatif. Et c'est vrai qu'entre deux locataires, le logement est vide, ou entre deux séjours à la montagne ou à la campagne pour des personnes âgées, le logement est vide. Et donc, c'était une perversion du droit de propriété que de permettre le squat de ce type de bien-là. Alors, tant que les squatteurs squattaient des immeubles de bureaux qui étaient anciennement de banques ou de compagnies d'assurance, ou enfin en tout cas que c'était des sociétés et non pas des privés, ça n'émeuvait à peu près personne. Et puis quand ça s'est mis à toucher des personnes âgées, enfin des gens sur lesquels on pouvait s'identifier, là ça a commencé à titiller. Et je suis très heureux que l'un de mes collègues ait porté cet amendement que j'ai voté avec un immense plaisir, qui étend en fait cette notion de domicile aux autres résidences, même s'ils ne sont pas des résidences principales. Et donc, oui, ça a été voté. J'espère que le Sénat va le garder. Et si le Sénat le garde, de toute façon, quand ça reviendra en commission mixte paritaire, ça ne sera pas retouché. Quand le Sénat vote de la même manière, l'article n'est pas retouché. Donc, la ministre, je crois, y a été favorable. Hein. Le gouvernement a été favorable. Le gouvernement a été favorable. Et de toute façon, on en parlait, c'était dans l'air. J'en ai discuté lorsqu'on s'est vu la dernière fois à Uncherceta. J'en ai discuté avec mon collègue qui est député du coin. Et je lui avais dit, je porterai un amendement là-dessus. Il faut qu'on y travaille dessus. C'est hyper important. Et donc, c'était dans l'air, ça allait sortir. Donc, c'est le premier qui l'a sorti, qui a attaché son nom à l'amendement. Très bien, on l'a totalement soutenu. Il fallait le Alors, faire. Inchalcheta, je traduis, parce qu'Inchalcheta, c'est pour les initiés, ce sont des entretiens du logement qui ont lieu dans un village basque, dans un lieu dit qui s'appelle Inchalcheta. Et à la fin du mois d'août, il y a effectivement des entretiens. Vous y avez pris part cette année et vous les citez de façon opportune. Une question, cet amendement, enfin, cette disposition ne sera pas applicable en période hivernale, c'est-à-dire que les squatteurs seront quand même protégés pendant la période hivernale? C'est une question que je reçois. Je ne pense pas qu'il y ait la moindre protection pour la. Je n'avais pas l'impression non plus. Voilà. Non. Ouais. En tout cas, la question est opportune et il faudra bien effectivement y faire attention. Mais que son domicile en période hivernale ou estivale, c'est toujours son domicile. Donc, tout à fait. La question ne doit pas se poser en tout cas. Alors, dernier grand sujet, et après on fait réagir les professionnels. La rénovation énergétique, vous l'avez abordé déjà sous divers angles. Aujourd'hui, elle est une priorité aussi pour relancer la machine économique. Ça a été dit par Benjamin tout à l'heure. C'est un espoir de levier de relance pour le pays. Mais derrière les aides, vous avez évoqué d'autres dispositifs comme MaPrimeRénov' qui sont la surélévation par exemple, ou le déficit foncier, une meilleure prise en compte fiscal. Il y a des obligations qui se profilent. La Convention citoyenne pour le climat, voulue par le président de la République, s'est exprimée, 150 citoyens, il y a eu 150 propositions, le président en a retenu 147, je crois. Il y en a plusieurs sur le logement, et notamment pour le parc locatif, des échéances d'obligations de rénovation qui se sont rapprochées par rapport à ce qu'on avait. Je dirais un durcissement et l'impossibilité très rapidement de louer des passoires thermiques ou même des logements en meilleur état de performance énergétique. Alors, votre regard sur ces obligations, normalement, elles devraient être inscrites dans un projet de loi que Barbara Pompili va porter, c'est ça ? Alors, ce qu'a proposé la Convention citoyenne sur le climat va effectivement faire l'objet d'un projet de loi qui va être discuté à l'Assemblée nationale. Être discuté, ça ne veut pas dire qu'il va être accepté, qu'il va être voté. Il y aura, je me suis déjà exprimé sur un autre sujet qui me tient à cœur, qui est l'aviation, puisque je suis coprésident du groupe d'études aéronautique et espace à l'Assemblée. Et j'ai publié une tribune cette semaine qui s'appelait « Non à l'écotaxe sur les transports aériens ».
C'est-à-dire qu'il ne faut pas, là aussi, avoir la fausse bonne idée. Hein. C'est-à-dire que taxer les transports aériens parce que les transports aériens ne sont pas verts, ça veut dire systématiquement, ça veut dire tuer le transport aérien et ça veut dire tuer les fabricants d'avions chez nous qui n'auront donc plus d'argent pour faire cette transition énergétique. Donc, ce n'est pas en mettant des contraintes que l'on va faire la transition énergétique en France, c'est en faisant de l'accompagnement. Donc, attention aux fausses bonnes idées. La fausse bonne idée que le groupe Modem auquel j'appartiens a combattu lors du précédent budget, c'était l'interdiction pour tout bailleur de louer des appartements qui n'étaient pas rénovés ou en tout cas qui n'avaient pas les classes A, B ou C. On s'est totalement battu contre cette proposition qui avait été faite par un certain nombre de députés d'ailleurs de la majorité, qui n'avaient pas le soutien du gouvernement d'ailleurs, parce que nous considérons que ce n'est pas en obligeant que l'on va arriver à faire un certain nombre de choses, mais en incitant. Et la prime Rénov', c'est une incitation à. Il y a quand même des budgets qui sont importants, qui sont en fonction aussi des revenus de la personne. Plus elle a de revenus, moins ça va être aidé, mais moins elle a de revenus, plus elle va être aidée pour rénover. Et rénover, c'est à la fois intéressant pour la transition énergétique et pour la transition économique. Transition énergétique, c'est évident, de transformer les passoires thermiques en logements plus vertueux en termes d'économie d'énergie. En termes économiques, c'est extrêmement intéressant également parce qu'on fait travailler des personnes et ce sont des emplois non délocalisables, ce sont des emplois locaux. Voilà. Donc c'est très clair, votre préférence va à l'incitation, à l'accompagnement, pas à la sanction, pas à la coercition excessive. Alors, ce projet de loi, il doit arriver quand? C'est important parce qu'on le regardera avec attention. Là, on en parle de manière anticipée. Il doit arriver quand sur le bureau des députés ou des sénateurs? Il arrivera plutôt en début 2021. D'accord. Donc, il y a, on va dire, quelques mois de délai par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer. Parfait. Bon, mais ça permet, ce débat vient à point nommé. Merci, monsieur le député. Je fais réagir les professionnels et vous restez avec nous tout le temps possible. Denis Génito, allez, il en faut un premier président de commission de gestion locative, celle de l'UNIS, avec la plus grande liberté. On a évoqué plusieurs sujets. Jean-Luc Laglaise, en son nom, mais voilà, il représente des parlementaires, une sensibilité à toutes ces questions-là, avec un regard professionnel. Denis Génito, c'est un Parisien, on a parlé d'encadrement des loyers, il en a l'expérience. En région parisienne, il y a aussi le permis de louer. Donc, des réactions avisées, et puis on demandera à Michaël Raymond de la même manière de réagir sur ces sujets. D'abord, Henri, je voudrais revenir sur un postulat que vous avez énoncé au début sur la croissance des investissements dans le locatif. J'ai regardé l'étude Century 21, c'est pas ce qu'elle nous dit. Elle nous dit qu'il y avait effectivement une augmentation des investissements locatifs jusqu'au 17 mars, mais à partir du 17 mars, il nous explique que les transactions sont essentiellement destinées à la résidence principale et les acquisitions en type de placement sont en retrait par rapport à l'avant-confinement. Là, je crois qu'on n'est plus dans cette période. Alors, il y a encore des raisons pour l'investissement locatif. Il y a la pierre valeur refuge, les taux d'intérêt qui sont bas, mais il faut bien prendre conscience que les conditions d'octroi de crédit se durcissent considérablement. Spécialement pour les investisseurs d'ailleurs, hein, Denis. Spécialement pour les investisseurs, parce que le taux de 33% peut être très pénalisant pour un investisseur qui rembourse déjà sa résidence principale, par exemple. Tout à fait. Et surtout que certaines banques ne prennent même pas en compte les revenus futurs sur le bien. Absolument. Et d'ailleurs, quand on interroge les gestionnaires de patrimoine, on ne voit pas d'arbitrage significatif entre les investissements, les actifs financiers et les actifs immobiliers. Alors ça, c'est une chose. Et puis, on a ce cadre réglementaire qu'il faut évoquer et qui, franchement, constitue dans de nombreux cas des barrières importantes à l'investissement locatif. Vous avez évoqué l'encadrement des loyers, Paris, Lille, Lyon bientôt. Bon, ça pose tout le monde le sait, ça pose des problèmes pour les locations de petites surfaces. On a des bailleurs qui ont acheté sur un rendement et qui, à la prochaine relocation, se voient contraints de baisser les loyers.
on a le permis de louer. Alors, sur l'encadrement, je voudrais rappeler aux professionnels qu'ils ont l'obligation de déclarer aux observatoires de loyer les informations sur les baux, professionnels et gros bailleurs. Sur le permis de louer… Pourquoi vous faites ce rappel, Denis? Pourquoi vous faites ce rappel? Parce que vous pensez qu'ils ne l'ont pas toujours en tête, les professionnels? Ça peut arriver. D'accord. Bon. Certainement pas les adhérents de l'UIS, mais ni de la voilà. Bon, sur le permis de louer, alors, permis de louer, habitat indigne, c'est vrai que le permis de louer, dès lors que le professionnel il a l'obligation de déclarer au procureur de la République les conditions d'habitat indigne, on ne voit plus très bien pourquoi l'enfermer dans un cadre, en fait, dans un cadre très, très restrictif et contraignant. Sur le permis de louer, vous l'avez rappelé, monsieur le député, on a des sanctions, 5 000 €, 15 000 € en cas de récidive. Et alors maintenant, je voudrais insister sur toutes les obligations nouvelles pour nous liées à la rénovation énergétique. Bon, alors on a introduit dans les notions énergétiques, dans les critères de décence. Donc, vous savez qu'on doit un logement n'est plus décent s'il n'a pas de bonnes conditions d'aération, par exemple. Et puis surtout, on est astreint à des informations à donner aux locataires qui sont absolument considérables en matière de consommation d'énergie. J'évoque là une ordonnance du 15 juillet 2020 qui nous oblige à compter du 25 octobre prochain à communiquer à nos locataires dès lors que les logements sont dans des immeubles disposant d'installations centrales de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire munis de dispositifs d'individualisation des frais télérelevables. Le bailleur doit dans ce cas communiquer à son locataire toutes les consommations, des relevés de consommation entre chaque période et les consommations cumulées sur l'année. Mais surtout, cette fréquence d'information devient absolument terrible puisqu'elle est semestrielle jusqu'au 31 décembre 2021, mais elle devient mensuelle à partir du 1er janvier 2002. Cette obligation, elle met en cause les fournisseurs d'énergie, les sociétés de comptage, les syndics et les bailleurs. Ces gens-là doivent tous se mettre d'accord pour que l'information circule. Aujourd'hui, vous parlez aux prestataires informatiques et même aux sociétés de comptage, vous leur parlez de cette obligation, ils débarquent. C'est-à-dire qu'on est absolument incapable de communiquer ces informations à partir du 25 octobre 2020. Alors, on a mis en place actuellement des groupes de travail pour fédérer, pour réunir les éditeurs de logiciels et les prestataires de comptage, mais on est très très loin d'obtenir les résultats escomptés. Est-ce qu'elle est utile, cette obligation tatillonne, une information mensuelle, c'est pas rien. Est-ce qu'il fallait aller jusque-là, Manu? Parce qu'on peut aussi remettre en question le principe même de l'obligation. C'est vrai qu'elle est passée inaperçue, hein, clairement. Elle est passée inaperçue, et c'est pas tout, parce qu'on est aussi censé donner un relevé annuel, alors là très détaillé, sur le prix des énergies, leur quantité, les comparaisons annuelles et les comparaisons par rapport à un utilisateur moyen. Donc la question de savoir si c'est utile ou pas ne se pose même plus. On n'est pas capable de donner ces informations aujourd'hui. Donc voilà un exemple de contrainte nouvelle, largement discutable, qui vous tombe dessus. Exactement. La loi énergie et climat, loi du 8 novembre 2019, des échéances qui se rapprochent de jour en jour. 1er janvier 2021, gel des loyers en zone tendue pour les logements classés E ou G. 1er janvier 2002, toujours pour ces logements, obligation d'un audit diagnostic énergétique et mention dans les baux et les annonces des montants théoriques des dépenses de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique. 2022, vous avez dit 2002 ? 2022. C'est 2022. Mais en 1er janvier 2028, alors là, c'est la sanction terrible, tous les logements devront consommer moins de 331 kWh par mètre cube par an. Aujourd'hui, avec l'apparition d'un nouveau diagnostic de performance énergétique, quand vous interrogez le diagnostiqueur, ils ont bien du mal à vous expliquer les bases des nouveaux calculs. Donc là encore, des contraintes, des difficultés d'application.
Je voudrais évoquer aussi les obligations d'économie d'énergie dans le tertiaire. Le décret tertiaire, 40% de l'économie d'énergie en 2030, 50% d'économie en 2040 et 60% en 2050. Et ça, c'est applicable pour tous les bailleurs de locaux tertiaires dépassant 1000 m². Avec des obligations d'indiquer tout un tas d'informations sur une plateforme Opérate que devront alimenter les bailleurs, les locataires et les syndics d'immeubles. Opérate et avec une année de référence qui va être déterminée sur les 10 dernières années. C'est-à-dire que vous prendrez, vous aurez un choix. Donc il faut réexaminer toutes les consommations sur les 10 dernières années pour déterminer l'année la plus favorable. Et ce sera l'année de référence. D'ailleurs, il y avait une question qui intervenait, vous venez d'y répondre, je trouve, mais je le précise. L'administrateur de biens, lorsqu'il y en a un, aura la responsabilité de cette obligation d'information. Hein. Clairement, il est le relais. Elle pèse sur vous, l'obligation. Oui, mais alors on peut ça doit faire l'objet de clauses dans les baux, oui, de partage des obligations entre le locataire et le bailleur. D'accord. Parce qu'en fait, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. D'accord, c'est clair. Le DPE opposable, là c'est la seule bonne nouvelle. La date d'application est reportée au 1er janvier 2021. Et comme je vous l'ai dit, le DPE nouvelle formule n'est pas encore abouti. Et quid de l'avenir? Convention citoyenne pour le climat. Alors, on a de très beaux thèmes, consommer, se déplacer, se nourrir, produire et travailler, parce qu'il faut quand même le faire, et également se loger. Alors, un petit catalogue de propositions. Contraindre les propriétaires et bailleurs à rénover de manière globale. Obliger le changement des chaudières au fioul et à charbon d'ici 2030. Faciliter les réquisitions de logements et de bureaux vacants. Et au-delà du cadre réglementaire, il y a le cadre sanitaire, il y a la crise économique qu'on connaît aujourd'hui, on a les difficultés de recouvrement des loyers commerciaux. Alors vous allez me dire, oui, mais on a la prime Rénov'. La prime Rénov', cette année, c'est plus de 2 milliards. 2 milliards pour 4,8 millions de passoires thermiques. Alors j'ai fait le calcul, 2 milliards c'est beaucoup de zéros, hein. Mais ça fait 417 € par logement. Je crois qu'on est sur 2 ans, hein, donc ça fait 200 € par an. On est loin de rénover l'ensemble de nos passoires thermiques avec ces sommes-là. Ça donne raison aux députés qui imaginent d'autres sources de financement. Alors, vous allez sur le site de l'ADEME et vous avez tout un catalogue, effectivement, d'aides financières. Et là, vous faites votre choix, parce que ça s'étale sur 47 pages. D'accord, donc une grande complexité des dispositifs d'aide. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Henri? Mais vous avez répondu très clairement sur les grands sujets de préoccupation qu'on a identifiés. Alors, Michael, on va passer à votre homologue qui pourra… Alors, ce que vous avez en commun, Michael, hein, avec Denis, ce n'est pas la peine d'y revenir. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez insister ou nuancer dans son appréciation? Je voudrais quand même dire aussi sur ma prime Rénov' que j'ai lu tout de même que l'UNIS, la FNAIM, prenait l'engagement pour la copropriété de parvenir à la rénovation de 50 000 copropriétés en 3 ans. Bon, donc c'est que vous êtes quand même prêt à jouer le jeu. Mais Michael, votre regard sur la rénovation, sur le dispositif, commençons par la fin, et puis après tous les autres sujets, si vous devez les nuancer, et la fiscalité aussi, parce que grâce à Jean-Luc Laglaise, on a élargi le débat. Alors, je ne serai évidemment pas exhaustif, je suis en phase avec tout ce qui a été dit, et notamment ce que nous expliquait monsieur le député Laglaise. Sur ma prime Rénov', d'abord, oui, la FNAIM est très en phase avec ça, on soutient tout à fait cette démarche, mais c'est vrai que, en tout cas, je crains quand même l'impact des obligations en termes de DPE et de performance énergétique au fil des prochaines années. Denis Génito l'expliquait, on a des échéances qui arrivent dès 2022, 2023 sur le seuil de 330 kWh, peut-être le seuil de 500 sur des logements indécents. 2023 ou 2028, c'est demain et après-demain. Je crois qu'il y a un rapport qui a été rendu qui estime à, je crois que c'est 17%, entre 15 et 20%, le pourcentage de logements dont le diagnostic de performance énergétique actuellement est F ou G.
Absolument. Les passoires énergétiques plus ou moins graves. Alors, on verra ce que donne le nouveau DPE avec les nouvelles méthodes de calcul. Peut-être qu'il sera un peu moins pessimiste, mais si on reste sur la même grille, ça veut dire que potentiellement en 2023-2028, on aurait entre 15 et 20% du parc locatif privé qui sortirait du marché, sauf à être rénové, avec des coûts très importants. Moi, je crains un choc en termes d'offres locatives si on restait sur ces bases-là et sur ce schéma-là, parce qu'avant que les propriétaires arrivent à se financer pour investir quelques milliers, dizaines de milliers d'euros pour assurer la bonne performance énergétique des logements, ça ne va pas être simple. Et c'est vrai qu'on constate depuis des années, mais ça va en s'accélérant, une fuite des investisseurs du marché locatif. Dans mon cabinet, on gère quelques milliers de lots. Le pourcentage de propriétaires chaque année qui nous dit qu'ils vendent et qu'ils arrêtent va en augmentant tous les ans. On a beaucoup d'investisseurs qui sortent du marché. Alors pour ce financement, parce que je rejoins ce que disait Denis, je crois les montants de MaPrimeRénov', c'est une bonne chose, ça va dans le sens et on le soutient, mais c'est vrai que les montants ne sont pas colossaux. Je regardais pour un changement de fenêtre, par exemple, l'aide MaPrimeRénov', en fonction du type de contribuable, va entre 139 ou 0 euros pour un changement de fenêtre. C'est sûr que pour le bailleur particulier, l'aide n'est quand même pas délirante. Par contre, il y a des schémas. D'ailleurs, on peut bien dire que la Fédération du bâtiment, sur MaPrimeRénov', j'ai été attentif aux diverses réactions. Globalement, les fédérations ont dit c'est bien. Il y a 2 milliards sur la table qui s'ajoutent à pratiquement 500 millions qui étaient déjà là. Vous avez porté une appréciation globalement positive. Dans le détail, sur les travaux qui vont être éligibles, il y a à redire. La Fédération du bâtiment a fait des observations très, très précises là-dessus. Ça, c'est un sujet. Ça, la Fédération du bâtiment et l'analyse au point par point, je n'aurais pas d'avis sur le sujet. Nous, on soutient MaPrimeRénov'. Je trouve que l'extension aux propriétaires bailleurs montre un souci d'efficacité qui est très important. Donc, ça va vraiment dans le bon sens. Maintenant, il faut absolument qu'on trouve les moyens de financement pour éviter, encore une fois, qu'entre 15 et 20% de l'offre locative privée sortent du marché demain ou après-demain. Alors là-dessus, la FNIM a fait 2 propositions justement pour parler de fiscalité. La première, monsieur le député en parlait, c'est l'augmentation du déficit foncier, enfin reportable sur les revenus, qui est à 10 700 euros depuis, je ne sais pas, 20 ou 25 ans, quelque chose comme ça. Et je crois que c'est 35, Michael. 35, oui. J'ai le bénéfice de voilà, la longévité professionnelle. Je crois que c'est 35. Voilà. 35 donc, ans. La proposition de la FNIM à ce sujet est justement de doubler le déficit foncier imputable sur les revenus généraux avec une condition d'efficacité énergétique qui serait de dire si le déficit résulte à plus de 40% de travaux de rénovation énergétique, justement libérer cet investissement. Et ça pourrait être une alternative justement à MaPrimeRénov' pour que les propriétaires puissent investir en lissant et en étalant sur leurs revenus ce déficit. Et une deuxième proposition qui me paraît importante aussi, parce qu'on oublie un peu cette catégorie d'investisseurs, elle touche les propriétaires de locaux commerciaux. Au jour d'aujourd'hui, les travaux de rénovation énergétique ne sont pas déductibles des revenus pour les locaux commerciaux. Exact. Il y a un vrai trou dans la raquette à ce niveau-là. Et il serait dommage quand même de passer à côté de la question de la rénovation énergétique de tous les locaux commerciaux, bureaux et autres, pour se focaliser exclusivement sur les logements. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose à faire en termes d'équité, d'efficacité énergétique. D'autant que les propriétaires de locaux commerciaux, on en parle assez peu, mais ils ont été durement impactés par les mois et les années qui viennent de passer. Je ne vais pas parler des gilets jaunes, des grèves autres, mais pour parler du Covid, en tant que professionnel, on l'a tous vu, en avril, mai, au printemps et au début d'été, sur les loyers commerciaux, on était parfois à 60, 70, 80% d'impayés. Donc, on a joué notre rôle. Il y a eu beaucoup d'intermédiation, beaucoup de discussions avec des étalements, des échelonnements de loyers, mais beaucoup de propriétaires de locaux commerciaux. Alors, je ne parle pas des foncières, des sociétés d'investissement, des institutionnels qui ont les reins plus ou moins solides, mais je parle des investisseurs particuliers, parce que les propriétaires de locaux commerciaux sont souvent des anciens exploitants qui ont pris leur retraite. C'est le boucher, le boulanger, l'artisan qui a vendu son fonds, qui a gardé les murs et qui se fait sa retraite avec son loyer commercial. Et ça, j'en vois beaucoup en difficulté. J'étais au téléphone il y a 2 heures avec un avocat. Alors là, on parle de loyer important, mais les propriétaires sont quand même des personnes physiques, des retraités, propriétaires des murs d'un petit hôtel à Paris. L'avocat du locataire demande 9 mois d'abandon de loyer, quasiment toute l'année 2020, en attendant de voir ce qui va se passer en 2021. Eh bien, ces retraités investisseurs, c'est une indivision successorale historiquement, n'ont plus de revenus depuis le mois de mars, plus de revenus locatifs, avec un locataire qui leur dit soit vous abandonnez la totalité du loyer depuis le 1er avril,
soit on va en procédure ou éventuellement en dépôt de bilan et on verra ce qui se passe. Donc il faudra sortir. Commerciaux souffrent. Voilà, il faut penser à eux aussi pour la rénovation. Une question qui m'est posée, et c'est vrai qu'elle pourrait être posée à chacun d'entre vous, administrateurs de biens, pour cette rénovation énergétique qu'on veut massifier, hein, c'est l'expression, hein, 2 milliards, même si divisé par le nombre de logements, Denis a raison, ça ne fait pas beaucoup, mais on veut pourtant massifier. Et il y a d'autres sources, on l'a dit, de financement, Jean-Louis Laglaise l'a dit. Est-ce que les entreprises vont suivre? Est-ce qu'on a les entreprises qui savent faire et qui peuvent faire dans des délais satisfaisants de la rénovation énergétique de tous ces logements, notamment pour leur éviter l'éjection du marché quand ils sont en lettres F ou G? Ça, je ne saurais pas vous répondre sur la capacité des entreprises du bâtiment à réagir. Ce que je crains, c'est qu'il y a un peu un effet retard dans la prise de conscience par les investisseurs des obligations qui leur arrivent. Nous, on a d'ores et déjà commencé à communiquer. Mais ce que je crains, c'est qu'effectivement, il y ait une vague en 2023 de travaux rendus nécessaires avec des logements qui sont devenus indécents parce que supérieurs à 500 kWh par an de consommation énergétique. Donc ça, il faudrait peut-être plus poser la question à la FFB. Mais oui, il va y avoir des effets massifs à ce niveau-là. Deux petites choses pour ajouter, si je peux me permettre de compléter mon propos. Sur le permis de louer, je partage complètement le point de vue de Jean-Luc Laglaise sur la fausse bonne idée. Le permis de louer, je crois que ça représente plusieurs centaines de communes déjà en France. Oui. C'est d'ailleurs un des problèmes du permis de louer, c'est un phénomène invisible. Il n'y a pas de publication, enfin il y a des publications au niveau local, il n'y a pas de visibilité. Donc souvent les investisseurs n'ont même pas l'information de l'existence du permis de louer, ou alors il faut aller vraiment la chercher et se renseigner localement, ce qui peut être le rôle d'ailleurs de l'administrateur de biens ou du professionnel qui a priori est censé connaître sa réglementation locale. Mais c'est un vrai souci et c'est d'autant que ça s'applique très souvent, j'ai vu un message passer sur le chat à ce sujet, à des toutes petites communes, à des communautés d'agglomération rurale ou périurbaine. Voilà, donc il y a un vrai problème de visibilité. Et je vais finir, si je peux me permettre, sur un dernier point avec une interrogation sur cet amendement anti-squat. Parce que j'entends des analyses divergentes sur le sujet et je me permets de me tourner vers monsieur le député, peut-être pour éclairer l'intention du législateur. Puisqu'on parle des investisseurs, je crois qu'il est assez clair que les propriétaires et locataires occupants qui se font squatter leur logement sont protégés par cet amendement, l'idée qu'ils puissent réagir assez rapidement. Quid de l'investisseur et du bailleur qui a un logement vacant? En cas de squat du logement vacant, en rotation entre deux locataires, est-ce que l'amendement a vocation à s'appliquer ou pas? J'entends oui, j'entendais non. Et c'est vrai que quand je lis la disposition, j'ai l'impression que ça devrait s'appliquer. Quand je lis l'exposé des motifs qui dit, je l'ai sous les yeux, qui parle de la demande des propriétaires ou locataires lésés par le squat de leur logement, j'ai l'impression que ça ne protège pas les investisseurs et que ça ne concerne que les logements occupés par des propriétaires ou par des locataires. Voilà, j'entends deux échos. Peut-être qu'il pourrait y avoir un éclairage à ce sujet, ou je ne sais pas si la position est parfaitement claire. J'intercale une réaction du député, s'il peut répondre, et ensuite on va demander à Frédéric Pellissolo de s'exprimer. Jean-Luc, vous êtes toujours avec nous? Je suis toujours avec vous, oui, tout à fait. Sur cet amendement, alors c'est vrai qu'on le détail, on le découvre, on en connaît la philosophie, elle a été approuvée largement par vous aussi, par la ministre. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'effectivement, comme l'a dit Michael, il y a un trou dans la raquette? Potentiellement, oui, peut-être, effectivement, puisque l'idée, c'est d'élargir la notion de domicile. Et effectivement, quand on est propriétaire bailleur, c'est a priori pas un domicile, oui, tout à fait. Donc, il y a peut-être un trou dans la raquette et il y a peut-être quelque chose à compléter là-dessus. D'accord, bon, mais ouais. on va y être attentif. On débat aussi pour ça. Je voulais rajouter quelque chose tout à l'heure. Oui, bien sûr. Quand M. Génito parlait, et notamment, ou c'est peut-être M. Raymond qui en parlait sur la déductibilité ou la non-déductibilité des travaux réalisés dans un commerce. Locaux commerciaux. Oui. Je voulais juste lui dire que je vais déposer un amendement pour combler ce trou dans la raquette. Donc, un amendement à la loi de finances. Donc, parfait. Voilà, c'est le deuxième dont je vous parle tout de suite. Merci beaucoup. Frédéric Pellissolo. Alors, Frédéric, je vais te demander un peu d'oublier que tu es administrateur de biens. Ça ne va pas être facile. Enfin, tu vas faire tes meilleurs efforts. Tu l'es, je crois, depuis 1980. Bon. Mais là, tu représentes la propriété immobilière. Alors, avec un regard
qui j'imagine, sur beaucoup de points, est commun à celui des gestionnaires. Donc là, n'y reviens pas, ce n'est pas utile. Et puis peut-être un regard un peu particulier, d'abord parce qu'il y a des propriétaires qui gèrent eux-mêmes. Voilà, je ne porterai pas de jugement là-dessus, donc ils peuvent avoir des problèmes spécifiques. Et puis globalement, c'est sur cette ambiance générale, avec les diverses mesures qu'on évoquait, que je voudrais ton regard. Est-ce que l'ambiance est à l'investissement locatif? Parce que s'il n'y a pas d'investissement locatif, les gestionnaires ne risquent pas d'être sollicités, ni les promoteurs, ni les conseillers en gestion de patrimoine. Est-ce que l'ambiance est à l'investissement? Qu'est-ce qui gêne aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus bloquant, notamment de tout ce qu'on a évoqué? Est-ce que c'est la fiscalité? Est-ce que c'est l'administratif, permis de louer? Est-ce que c'est l'empêchement de fixer le loyer comme on veut? Frédéric? Tu m'entends? Voilà, c'est bon, on t'entend, très bien. Oui, merci de me donner la parole. Oui, en fait, j'allais dire, c'est un peu tout. Hein. C'est-à-dire qu'au départ de notre conférence, on parlait des nouveaux bailleurs, des investissements Pinel, donc on fait venir de nouveaux bailleurs. Moi, je dirais, aujourd'hui, il faudrait d'abord les garder. Gardons déjà ceux qui existent. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on les décourage de partout. Alors, je voudrais quand même signaler plusieurs choses. Parce que j'ai entendu des choses qui ne sont pas fausses, bien sûr, mais elles mériteraient d'être complétées. Premièrement, au niveau du permis de louer. Le problème du permis de louer, nous, on n'était pas défavorables à l'UNPI sur la mesure. Pourquoi? Parce que le texte, lui, il parle de zones où on a de l'habitat dégradé, uniquement de zones. Et on dit que l'habitat peut également concerner plusieurs ensembles immobiliers. Sauf que le texte, il a été dévoyé par les élus locaux, c'est-à-dire qu'ils l'étendent à toute la commune. Alors moi, qu'on nous montre des communes où l'habitat est dégradé partout. Donc là, il y a un problème dans l'application. Bon, deuxième chose, c'est concernant l'encadrement des loyers. Bon, l'encadrement des loyers, la loi, nous, on l'a combattue. On la combat toujours, puisqu'on a… Vous l'avez attaqué même. Ah oui, oui. On avait déjà gagné une première fois, mais là, on y retourne avec la nouvelle version. Bon, on est au Conseil d'État, au tribunal administratif. Parce que pourquoi? Parce que la loi, qui ne nous convenait pas, mais elle fixe quand même des conditions. Et à chaque fois, la loi n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée dans ces conditions. D'ailleurs, pour l'encadrement des loyers, j'ai ressorti les textes. Il y a 4 conditions à remplir, avec des conditions précises. Eh bien, là, c'est peut-être un scoop dans la procédure que nous menons au Conseil d'État. Nous attendons toujours qu'on nous présente, ne serait-ce que le rapport qui fixe les 4 conditions qui sont imposées par la loi. On ne l'a pas. C'est la loi du 24 mars 2014, c'est la loi Allure qui a fixé un cadre précis pour pouvoir encadrer. Conditions précises et en plus, si tu veux, on peut le dire, c'est l'écart important entre le niveau de loyer moyen constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyennement pratiqué dans le parc social, un niveau de loyer médian élevé, un taux de logement commencé rapporté au logement existant sur les 5 dernières années faible, des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrits dans le local de l'habitat et de faibles perspectives d'évolution de celle-ci. Bon, par exemple, tout à l'heure, on parlait de Toulouse. À mon avis, on doit pas mal construire. Donc, déjà, la 4e condition me paraîtrait déjà assez difficile à remplir. Et je rappelle, c'est 4 conditions cumulatives. Bon. Et il y a un autre problème, c'est que les statistiques, nous, on les a cherchées, on ne les a pas trouvées. Elles n'existent pas. La mairie de Paris parle d'une enquête effectuée en comptant des annonces de journaux, des choses comme ça. Bref, on n'est pas dans le sérieux. Donc déjà, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on respecte déjà les textes et qu'ils soient appliqués. Ils ne nous conviennent pas complètement, les textes sont quand même, ont une certaine logique. Voilà. Alors aujourd'hui, nous, on se bat là-dessus. Pour revenir aussi, là, je reviens sur l'histoire de l'amendement anti-squat, c'est pareil. Bon, pardon, moi je veux pas être déplaisant vis-à-vis de monsieur le député, mais pour nous… il en a vu d'autres. Vas-y, Frédéric, dis-lui. Un débat de franchise ce soir, vas-y. Ça fait des années que cette situation, on la connaît et qu'on la dénonce. Bon, il a fallu que ça soit médiatisé
par un monsieur retraité et que ça a été médiatisé. Mais on en a tous les jours, nous, dans nos consultations, on en voit tout le temps. Bon, et des problèmes bien plus dramatiques que ça parfois. Hein. Bon, donc, moi, des gens qui sont, enfin, des propriétaires qui sont maintenant au RSA parce qu'on leur a squatté leurs biens. Bon, des problèmes dramatiques. C'est connu ce problème. Bon, on a pris, donc moi ce que je dis, c'est que oui, le gouvernement a réagi, mais à minima, je suis désolé, c'est à minima. Pourquoi? Parce que c'est le déficit, parce qu'on parle uniquement du domicile ou de la résidence, mais on ne parle pas du bien en lui-même. Donc, les textes, moi je rappelle les textes, simplement les textes de la Constitution, le droit de propriété. Le droit de propriété, c'est trois choses. Hein, c'est l'usage, pouvoir en tirer le revenu, le fructus, et le fait d'en disposer. Donc, n'importe quel bien immobilier dont on ne peut pas disposer, parce que, vous savez, il y a deux cas que nous on voit dans les consultations UNPI. C'est quand un locataire s'en va, et puis qu'au moment, il y a la relocation, ce n'est pas des logements vacants, c'est simplement la relocation, et bien, le propriétaire, il arrive avec sa clé et il s'aperçoit que l'appartement, la clé, elle ne marche plus, puis il y a quelqu'un dedans. Et le deuxième cas, ce sont les gens, les retraités, hein, qui sont malheureusement, qui doivent aller dans un EHPAD, par exemple, et bien, la maison, elle est squattée. Souvent, elle est squattée. Et en plus, ce n'est plus leur résidence, du coup. Hein, puisqu'ils sont obligés de prendre la résidence principale dans l'EHPAD, donc du coup, ce n'est plus leur résidence et on ne peut plus rien faire. Bon. Donc, ça, tout le monde est au courant de ça. Tout le monde est au courant. C'était facile de reprendre ça. Comme je l'ai dit, une voiture en France est mieux protégée qu'un appartement. Hein, quand on vous fracture votre voiture ou qu'on vous la vole, au commissariat, on ne vous demande pas pour quel usage vous destinez votre voiture. Elle est fracturée. Et combien vous en avez, pourquoi vous l'avez, etc. Tout ça. Bon, le délit, il est constitué. Ben, pour les appartements ou les biens immobiliers, ce n'est pas le cas. Voilà. Et pour revenir, je ne veux pas être trop long, mais pour le nouveau, enfin, pour toute la rénovation énergétique, bon, le propos de Denis Génito était très bien là-dessus. Nous, on a une autre méthode, 4 millions. Si on faisait 4 millions de passoires énergétiques, il faudrait 400 milliards. Hein, pour 10 000 euros à peu près, moyen par logement, parce que si c'est des passoires, il y a quand même pas mal de travaux à faire, sinon ce n'est pas des passoires. Hein, donc ça ferait 400 milliards. Et alors, bon, ça veut dire quoi? D'ailleurs, ça mesure l'étendue du problème. Ça veut dire qu'il faut faire quoi? Ça veut dire que ça va mettre du temps. Alors qu'on prend des textes et c'est demain matin, pratiquement, qu'il faudrait que tout soit réglé. Ce n'est pas possible. Et le nouveau DPE, alors là, on attend, parce que on a mis des textes et des contraintes à l'œuvre, alors que le thermomètre, on ne le connaît pas. Et même, attendez, la formule du thermomètre, on ne la connaît pas. On est en train, on va l'avoir bientôt, hein, avec la nouvelle méthode de calcul, mais on est toujours dans l'attente de voir ça, alors qu'on a déjà pris les mesures coercitives derrière. Enfin, pour nous, on a l'impression qu'on fait tout à l'envers. Merci Frédéric. Je souligne qu'effectivement, mais ça a été dit dès le propos de Jean-Luc Laglaise, MaPrimeRénov', c'est une prime, ça ne suffit pas, il y a d'autres sources de financement, on en a cité plusieurs. Les 2 milliards ne suffiront pas. Stéphane Benelem, merci beaucoup Stéphane de votre patience. Il y a toujours celui qui parle après les autres. Alors à la fois, votre mission, elle est facilitée parce que je pense qu'il y a des idées avec lesquelles vous êtes d'accord et vous avez sans doute un complément. Je voudrais aussi le regard du Lillois que vous êtes sur l'encadrement des loyers parce que à Lille, il est arrivé après Paris. C'est un marché qu'on n'avait peut-être pas imaginé dans une situation de surchauffe comme celle de Paris. On a entendu Jean-Luc Laglaise s'expliquer sur le rôle que peut avoir. Il n'est pas férocement opposé à ce dispositif. Il lui prête un certain nombre de vertus. Il pense aussi qu'il peut être inutile. Votre regard là-dessus, puis sur les autres dispositifs, aussi le permis de louer, logement indécent, logement indigne. On avait dit à l'époque que ça concernait un certain nombre de communes de votre région. Et puis, bien sûr, la transition énergétique, les passoires énergétiques, là encore, dans votre région, on sait qu'une partie du patrimoine on passe de ne plus pouvoir être loué si on n'agit pas avec la double peine des populations peu fortunées, avec des revenus très, très modestes et des grosses factures
énergétique à acquitter. Voilà, et puis tous les sujets que vous souhaitez. Écoute, Henri, effectivement, Lille a été un des loyers. La question qui peut se poser, c'est à quoi ça a servi. La réponse, c'est à pas grand-chose. Comme l'a signalé Frédéric, on l'a attaqué dès le début. Il a été annulé dès le début, il est revenu. Le résultat, c'est quoi? C'est que on a des prix marchés qui sont en gros les prix qui sont dans l'encadrement des loyers entre le loyer minoré et le loyer majoré. Donc on n'a pas énormément d'effets. Les logements qui pourraient être touchés, c'est des logements qui sont surloués par des marchands de sommeil ou autres, donc qui ne sont pas contrôlés dans ce cadre-là. C'est ça. Et le seul effet, alors on a eu deux effets. Le premier sur l'île, qui était de toucher les toutes petites surfaces, ce qu'on appelle les micro-surfaces, ou les studios mezzanines, parce que la mezzanine ne compte pas dans la surface soumise à l'encadrement. Donc là, on s'est retrouvé avec des logements qu'on pouvait louer à l'époque 400-500 euros, et avec l'encadrement, on descendait à 300. Donc ça, c'est un petit peu l'effet, mais ça n'a pas été la plus grosse partie, puisque le plus souvent, les studios font au minimum une vingtaine de mètres carrés sur l'île. On a eu un deuxième effet qui était un petit peu plus pervers, dans l'autre sens, qui étaient les logements qui bénéficiaient depuis longtemps pour le locataire d'un prix bas, et pour lequel le loyer ne pouvait pas être si facilement réévalué, sauf à aller prouver à la fin du bail qu'on a des comparaisons de loyer. Là, la question ne se posait plus, puisque au renouvellement du bail, on pouvait appliquer directement et sans discuter le loyer minoré. Donc, ces loyers-là ont pu, sans aucun problème, être augmentés. C'est un petit peu un effet pervers. Est-ce que ça a conduit, pardon, j'intercale une question, j'aurais pu la poser aussi à Frédéric, par exemple, là, mais avec sa double mission professionnelle et de représentant des propriétaires, est-ce que l'encadrement peut conduire des propriétaires, j'allais penser à la même chose pour le permis de louer, là, toutes ces contraintes, est-ce qu'elles ne conduisent pas à réintermédier le marché locatif? On sait, confère le rapport du député Nogal, un collègue de Jean-Luc Laglaise, que les 2/3 du marché ne sont pas intermédiés, c'est-à-dire sont gérés par les propriétaires. Toutes ces contraintes, est-ce qu'elles peuvent conduire à plus déléguer aux professionnels ou l'inverse ou rien du tout? Avec l'exemple lillois. Oui, alors avant de penser à savoir si on peut favoriser, on va dire, le passage par l'agence, encore faudrait-il qu'il y ait des clients. Et là, l'encadrement des loyers, il y a eu deux effets. Alors, il n'a pas eu d'effet sur l'investissement en lui-même dans le neuf, puisque, comme on disait tout à l'heure, il y a les appuis avec Pinel, et on recherche surtout un avantage fiscal, quitte à surpayer un peu le bien, et puis le loyer est déjà avec des plafonds, donc il rentre déjà dans les mêmes critères. Donc, on n'a pas trop d'effet là-dessus. Par contre, dès que l'encadrement sur l'île a été mis en place, dans les semaines qui ont suivi, on a vu arriver tout un tas d'immeubles complets, vendus par des investisseurs qui se disaient maintenant que c'est encadré, je m'en vais. Et ces immeubles-là ont été rachetés par des marchands de biens, des promoteurs rénovateurs qui divisent en appartements, qui revendent à l'unité. Et la première surprise, ça a été que la plupart de ceux qui achetaient étaient des gens qui étaient locataires et qui achetaient en tant que propriétaires occupants. Donc c'est tout un parc qui est parti complètement de notre gestion. Alors on a quelques dispositifs de Normandie et autres, mais qui ne touchent pas un parc qui est relativement en bon état. Donc, ça n'a pas aidé. Donc, clairement, ça a enlevé tout un tas de clients. Si je parle de mon cabinet, on est sur 15% de logements du parc locatif qui ont été vendus. Sur le fait de déléguer, il y en a effectivement qui ont vendu tout court. Donc plus de délégation. Il y en a qui se sont dit aujourd'hui je rémunère mon agent immobilier, mais avec l'encadrement je vais perdre un petit peu, donc pour compenser je vais m'en occuper moi-même. Donc ils nous ont retiré la gestion pour s'en occuper eux-mêmes. Et puis par contre une grosse partie aussi qui est partie de l'intermédiation, ce sont les propriétaires qui se sont mis en Airbnb. Puisqu'aujourd'hui, la législation, même si elle est limitée à 120 jours par an, par mois, par an, on ne va pas freiner autant que ça.
Et d'autant qu'on a le développement, parce que la difficulté de Airbnb, c'est un petit peu de devoir s'occuper de l'appartement, aller changer les draps, etc. Aujourd'hui, on a des boîtes appelées conciergeries. Alors, je ne sais pas s'il faut assimiler ça à des agences immobilières de courte durée, mais bon, on a un petit point de droit intéressant là, sur le sujet. Mais clairement, c'est tout un marché aussi, tout un tas d'appartements qui sont partis. Et on se rend compte d'année en année, parce que ça fait déjà 2-3 ans, qu'on nous dit au niveau de la mairie, c'est tendu, c'est tendu. Non, en fait, on a tout un parc immobilier qui est parti. Et habituellement, au niveau des logements en location pour les étudiants, parce que l'île, c'est 80% étudiants en gros, on avait du stock jusqu'au mois d'octobre en appartement. Il y a 2 ans, on n'avait plus de stock au mois d'août, fin août. Et là, cette année, au 15 juillet, plus aucun appartement n'était dispo. J'ai regardé au 27 juillet, en agence immobilière, il restait 300 appartements à louer, alors qu'habituellement, on en a à peu près 5000 sur la métropole lilloise. Donc, on a vraiment une disparition de logements qui est due à ce facteur, ou en tout cas qui est concomitant avec ce facteur encadrement des loyers. Est-ce qu'il n'y a pas, sur Airbnb, on élargit notre sujet d'ailleurs, un reflux, j'ai entendu, j'ai lu, je pense à des propos du président de la FNAIM, Jean-Marc Torolian, mais peut-être d'autres aussi l'ont-ils constaté, que les empêchements de voyager, le ralentissement du tourisme lié à la pandémie, on risque d'avoir des effets durables, avait incliné des propriétaires passés à Airbnb à revenir à des locations meublées de plus longue durée. Est-ce qu'on assiste à ça? Après, je ne sais pas si les professionnels, là encore, ont été mandatés, mais est-ce qu'il y a ce mouvement, selon vous, à Lille, dans une ville aussi touristique que Lille, lorsqu'elle l'est? Nous, on n'a pas constaté. Je pense qu'il y a toujours une demande d'occupation. Et de toute façon, on a eu, certes, on ne part plus à l'étranger, donc les étrangers ne viennent plus, mais on part en local. Donc, oui. on continue à visiter l'île, qui est très touristique. On n'a pas d'effet notable et visible. D'accord, d'accord. Sur la rénovation énergétique, alors votre regard, vous allez être à la manœuvre. Vos propriétaires bailleurs vont avoir accès à des primes. Alors ça a été rappelé tout à l'heure, je crois que c'était par Jean-Luc Laglaise. A priori, pas de conditionnement à des niveaux de loyer, même si la ministre a dit on regardera. Alors, je pense que ça veut dire que quand on a rénové un logement, on ne pourra pas en augmenter le loyer comme on veut. Ça doit vouloir dire ça. Et a priori, pas de contrainte réglementaire. Un assujettissement aux revenus, c'est-à-dire selon les revenus du bailleur, il pourra plus ou moins être aidé. Votre regard sur ce dispositif, est-ce qu'il faudrait d'autres choses? Et j'en reviens aussi au dispositif du revenu foncier, du déficit foncier, qu'a évoqué aussi Jean-Luc Laglaise. C'est peut-être le moment de faire des propositions là-dessus et d'élargir un peu les réformes. Sur MaPrimeRénov', la bonne idée, c'était de dire on va centraliser et donner une prime unique plutôt que d'avoir un labyrinthe d'aides dans lesquelles on ne se retrouve absolument pas entre les aides de l'État, les aides de la ville, les aides de la métropole, etc. Donc le fait d'avoir 47 pages, nous disait Denis Génito, 47 pages sur le site. C'est ça, donc un peu compliqué. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que effectivement, la prime en elle-même, les montants ne sont pas énormes par rapport au travail qui doit être fait. La plupart des aides sont conditionnées à des garanties de résultats. Et une des garanties de résultats, alors je parle un peu plus des aides de l'AMEL ici en complément de la prime Rénov', mais quand on nous dit que la nouvelle étiquette énergétique doit être B ou C au lieu de E ou F, ça va résulter d'un audit qui va se faire sur les consommations réelles post-travaux. Ça veut dire qu'on a droit aux aides qu'une fois que les travaux sont faits, donc il faut préfinancer. Et comment aller expliquer à un occupant que la réglementation, la base du DPE, c'est 19 degrés la journée, 16 degrés la nuit. Je n'ai pas beaucoup de monde dans mes immeubles qui me demandent de mettre le chauffage collectif à 19 la journée. Donc, on va se retrouver de toute façon avec des étiquettes supérieures et des aides qui n'arrivent pas, quoi. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que MaPrimeRénov', a priori, il est bien dirigé sur l'habitat individuel, donc sur le propriétaire qui rénove sa maison. Le fait de conditionner aux revenus, je ne vois pas forcément l'intérêt dans la mesure où la taille du logement va un peu de pair avec les revenus, généralement. Donc, on aura beaucoup plus de travaux sur une grosse maison de quelqu'un qui gagne bien sa vie que sur une petite maison. Et surtout, ça ne s'applique, pour ainsi dire, pas sur
les logements qui sont les plus nombreux et les plus impactés, qui sont les immeubles collectifs des années 70. Et là, on n'a rien qui dirigeait directement vers les copropriétés. On a des aides qui peuvent aller vers les copropriétaires, mais rien vers la copropriété. Et avec en plus des demandes liées aux revenus, je me vois mal personnellement sur une copro de son logement aller demander à 100 propriétaires de me donner chacun leur déclaration de revenus pour vérifier s'il y a de l'éligibilité. Donc on a vraiment un blocage à ce niveau-là. Et s'il y avait une évolution à faire, ce serait vraiment vraiment se concentrer sur les travaux en eux-mêmes, avec le gain espéré et non pas le gain atteint, parce qu'il dépend de l'utilisation, et puis que ça puisse être à destination des copropriétés. Je vais repasser une minute la parole à Jean-Luc Laglaise. Je crois qu'il est encore avec nous, mais il vient nous quitter parce qu'il a une audition à 18h30. Jean-Luc, une réaction à l'assujettissement de MaPrimeRénov' aux revenus. Globalement, le dispositif tel qu'il est conçu aujourd'hui par le gouvernement, il va arriver vers vous. Hein. Vous le jugez comment au plan pratique? Je ne parle pas de l'enveloppe des 2 milliards, mais les conditions faites. Moi, ce que je pense, c'est que MaPrimeRénov', ça n'est accessible à des personnes qui n'ont pas de budget que si ça couvre la quasi-totalité de la rénovation. Et donc, qu'elle soit beaucoup plus importante pour des personnes à faible revenu me paraît tout à fait normal que par rapport à d'autres personnes qui peuvent de toute façon ou qui pourront de toute façon comptabiliser ce budget, ou en tout cas le reliquat de ce budget dans les travaux, et donc dans un éventuel déficit foncier. Donc ça me paraît normal. Voilà. Après, la déclinaison, j'ai entendu que c'était insuffisant pour un certain nombre de sujets. Là, ça relève totalement de l'exécutif et pas du tout du législatif. Oui. Mais on ne parlera que du montant, du budget et éventuellement de la segmentation selon les revenus. Voilà. Alors, c'est un point important. Ça veut dire effectivement que les règles du jeu sur la nature des travaux éligibles, par exemple, hein, ça ne va pas relever des députés ou des sénateurs. Ça va être à regarder avec la mécanique, c'est de l'exécutif, c'est un décret du gouvernement, oui, ça, c'est sûr. D'accord, c'est clair. Je suis rapporteur spécial de la Commission des affaires économiques sur le budget de la politique de la ville. Et donc, je poursuis des auditions et j'en ai une à 18h30. Et donc, comme vous le savez, je suis absolument ponctuel. Assez ponctuel, et donc j'aimerais ne pas être en retard. En tout cas, je voulais remercier on va vous libérer. Tous les participants, parce que j'ai vu que le chiffre avait grimpé de manière phénoménale à un moment dans notre conférence. Je voulais remercier également les conférenciers qui m'ont alimenté et éclairé sur un certain nombre de choses qui vont me servir, en tout cas pour les semaines qui suivent et qui arrivent en termes de budget. Et puis pour la suite, parce que c'est un sujet, Monsieur le Président Buzicazo, que vous avez enfourné et enfourché, qui va nous tenir en haleine pendant de nombreuses années de toute façon. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je voudrais vous remercier au nom de tous rapidement. C'est vrai que vous avez une proposition de loi qui est au Sénat sur le foncier. Alors, on vous a beaucoup assimilé à cette compétence-là, vous l'avez, mais aujourd'hui, vous nous prouvez que sur le parc, les propriétaires bailleurs, les investisseurs, la copropriété, vous avez un même degré d'intérêt. On vous remercie beaucoup d'être entré dans ces sujets avec nous. On vous laisse aller vers votre audition. Soyez à l'heure. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, monsieur le député. Je reviens peut-être vers… alors si, je reviens vers quelqu'un qui a demandé la parole. C'est Benjamin Darbouni. Je ne lui ai pas donné tout à l'heure, ce qui n'est pas bien, mais c'est parce que je crois que c'est Stéphane qui s'exprimait. Benjamin, il y avait une question. Alors, je ne sais pas si elle est décalée par rapport au débat. Non, elle est pas du tout décalée, puisque c'est au cœur des débats. C'est l'amélioration des résultats des DPE. On n'a pas analysé la situation région par région, parce que si on prend la région d'Île-de-France, on sait que pour améliorer les DPE, l'une des premières choses qu'on fait dans un logement, c'est le changement des huisseries. Et je voudrais rappeler que, pour prendre l'exemple de Paris, les difficultés que nous avons avec les architectes des bâtiments de France rend quasiment impossible la faisabilité au changement des huisseries en PVC, et on doit travailler uniquement sur des matériaux comme le bois. Et quand j'entendais Denis nous expliquer qu'on avait 200 €, je rappellerai qu'une simple fenêtre de n'importe quel immeuble haussmannien en coûte quasiment 10 fois ce montant. Donc,
je pense qu'il faudrait aussi analyser la situation par région parce qu'on n'a pas tous les mêmes problématiques. Et pour revenir sur ce même sujet, l'obligation de rénovation qu'on a dans la Convention citoyenne avant 2024 concerne 3 grands domaines, les ventes, les héritages et les transmissions. Il faut respecter, pour pouvoir vendre son bien ou pour pouvoir le donner ou pour pouvoir le léguer ou en cas de décès, qu'il ait une note de A ou B dans le projet, dans la convention. Mais qui va payer? Parce que demain matin, on a une succession, on va faire un DPE, on va avoir une note de F. Qui va régler? Ce sera pris en charge dans la succession ou ce sera celui qui en sera destinataire du bien au final? Je voudrais juste savoir, est-ce que ça diminuera l'imposition sur cette succession, en tout cas le montant, ou alors est-ce que ça viendra ensuite par la suite aux frais de celui qui sera dont la succession sera à destination? C'est des sujets, je pense que ça méritera débat, comme le député l'a rappelé, et je le remercie, parce qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'incohérences. Alors, je suis ravi d'avoir l'avis d'ailleurs de nos 2 présidents. On va les faire réagir, même si on a pris un petit peu de retard, ça vaut la peine. Je voudrais souligner qu'on a appris de Jean-Luc Laglaise quelle était l'échéance pour le projet de loi qui sera déposé par Barbara Pompili et qui va traduire les attentes de la Convention citoyenne pour le climat en texte. Hein. Et ce que vient d'évoquer Benjamin, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, c'est-à-dire les échéances, qui va payer quoi dans tel et tel cas de figure. On sait qu'on a 3 mois pour y être attentif, hein, puisque le texte ne va pas arriver avant 2021 sur le bureau des députés. C'était une information importante et les questions qu'on soulève ce soir devront évidemment être suivies. Michael, Denis, allez, on va commencer par Michael sur cette question que vient d'évoquer Benjamin, ces obligations de mettre aux normes avec, on l'a dit, un DPE opposable, un nouveau calcul, donc beaucoup d'exigences. Qu'est-ce qu'on peut encore en dire dans des situations de transmission de patrimoine, éventuellement de donation ou de succession? Est-ce que ça a déjà fait l'objet de réflexions dans vos commissions? Est-ce que vous mettez ça en chantier, sachant que voilà, vous avez un gros trimestre là pour y travailler? Bon, je te rassure, Henri, on a commencé à y réfléchir. On n'est pas totalement en retard là-dessus. Ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on y réfléchit, qu'on en parle avec Thierry Marchand aussi, de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers. Oui. Certains disent que le DPE nouvelle mouture aura des résultats plus favorables que l'ancien. Bon, avec un énorme point d'interrogation, parce qu'on est tous quand même dans l'attente de la méthodologie. Non, moi, je suis assez inquiet là-dessus, d'autant que on n'est pas là pour parler société ou social, mais parfois ça va être un peu la double peine pour une catégorie de propriétaires, ou une triple peine, dans le sens que les beaux appartements parisiens en bel état, bien rénovés, avec des belles fenêtres et un bon chauffage, ne sont pas nécessairement les plus à plaindre, alors que des maisons en milieu périurbain, rural, dans les régions, risquent de souffrir un peu plus. Et donc, voilà, je crains que les gens qui ont un patrimoine pas en très bon état se retrouvent en plus derrière à avoir de grosses difficultés à vendre. Je crois qu'il y a des analyses qui ont été faites d'ailleurs à ce sujet. L'impact d'une consommation énergétique, d'une performance énergétique mauvaise, l'impact est très faible sur les appartements dans les grandes villes et plus important sur les maisons dans les régions. Donc voilà, donc ça a un impact quand même sur la population et sur la population d'investisseurs et de propriétaires qui est assez différenciée. Donc, je suis un peu inquiet sur la mise en œuvre de ces règles et je rejoins ce que disait Frédéric Pellissolo, à savoir que d'une certaine façon, on a quand même mis en œuvre un certain nombre de règles avant de connaître les seuils déclencheurs et la réalité du marché et du parc. Sur les échéances, une question, je posais la même question à Denis, hein, pour être très clair. La Convention citoyenne a voulu rapprocher les échéances par rapport à la loi énergie-climat que vous avez été plusieurs à citer, qui est notre loi de référence pour l'instant. Hein. Qu'est-ce qui est réaliste? Là, on est à la fin de 2020, pour ainsi dire en 2021. Je suis propriétaire bailleur, je suis gestionnaire locatif, j'ai un parc, je ne sais pas,
500, 3000, 10 000 logements. J'ai de tout. J'ai des propriétaires plus ou moins fortunés. Il y a des passoires énergétiques, allez, on va dire 20%, imaginons que ce soit dans la moyenne. Il faudrait combien de temps, tiens, sur ton portefeuille, par exemple, pour que tout soit au clair? 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qui est réaliste? Alors, pour tout dire, depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, je regarde le DPE de tous les baux que je signe. Oui. Avec la signature électronique, depuis quelques temps, c'est un peu plus facile. On a moins de documents à feuilleter. Et je vais avouer ma surprise. On a quand même une proportion qui n'est pas insignifiante de logements qui sont en F ou en G, pardon. Et pourtant, portefeuille essentiellement parisien, banlieue parisienne, etc., etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer quand même la réalité de ces logements qui vont devoir être rénovés. Ouais. On communique d'ores et déjà auprès des propriétaires sur le sujet. Je crains qu'un certain nombre fassent la politique de l'autruche et qu'on se retrouve dans des situations un peu difficiles d'ici 2 ans. Tu posais la question du calendrier. Je trouve que le calendrier de la loi et le calendrier actuel sont déjà assez optimistes et offensifs en termes de rénovation. Aller plus vite me paraîtrait plus causé. Est-ce que tu penses, après je poserai la question à Frédéric, après le propos de Denis, voilà, encore une fois, remettons-nous dans la logique qui est celle du rapport Honogal. Il faudrait réintermédier ce marché. Je pense que les professionnels qui en font partie ne seront pas contre ça parce que c'est gage de plus de sérieux, de plus d'exigence sur la qualité des biens. Est-ce qu'on peut craindre, si les contraintes se durcissent, qu'un propriétaire dise « bon, ben moi, je vais m'en affranchir. Si je reste en gestion déléguée, je ne pourrai pas, parce que le professionnel, il va devoir mettre les choses au carré. » Est-ce qu'on peut, au contraire, assister à une désintermédiation si on met des toises trop exigeantes, des échéances trop exigeantes? C'est toujours un risque, de la même façon qu'un propriétaire qui veut discriminer n'ira pas chez un administrateur de biens, de la même manière qu'un propriétaire qui ne veut pas respecter l'encadrement des loyers n'aura pas un recours à un professionnel. Je pense que, à l'inverse, notre rôle de professionnel et d'administrateur de biens, c'est d'avoir une relation de confiance avec les propriétaires et les accompagner. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on leur mette le couteau sur la gorge au dernier moment. Donc, oui, il y a ce risque. J'espère qu'avec une clientèle qui nous fait confiance, on va leur apporter des solutions, s'il y en a. On me signalait d'ailleurs quelqu'un qui cherchait un logement pour son fils, tout à l'heure dans le chat, qui disait, c'était peut-être quand Stéphane parlait, le Lillois, que l'encadrement des loyers n'était pas respecté à Lille. Alors, j'espère que ce n'est pas par les professionnels. En tout cas, on avait cette observation. Un petit mot de Denis sur les mêmes sujets, ces obligations qui se profilent. Encore une fois, on a quelques mois pour y penser. Est-ce que Denis, ta commission planche déjà là-dessus pour que dans le futur projet de loi de Barbara Pompili, on ait des choses réalistes et non pas irréalistes? En fait, il est certain que le coût de la rénovation énergétique va impacter la valeur des biens, au même titre que l'étage, que l'exposition. N'importe quel investisseur va provisionner le coût de la rénovation pour fixer la valeur. Alors, c'est peut-être plus du ressort des commissions transactions que des commissions gestion. Enfin, en tout cas, c'est un élément à prendre en compte. Oui, c'est un sujet sur la valorisation, c'est tout à fait juste. Tout à fait juste, on a évoqué… Je vois que ma batterie est faible, donc je recharge. Très bien, tu allais prendre les devants, d'accord. Pardon. Allez, voilà, celui-là. C'est bon? Celui-là. Pardon. Voilà. Alors, oui, donc c'est un sujet valorisation, c'est un sujet valorisation du patrimoine aussi, qui est à prendre en compte. Oui. Ouais. Les échéances, rapprocher les échéances, on a la loi énergie et climat qui me donne une échéance au 1er janvier 2028. Est-ce qu'il est nécessaire d'aller plus loin? Certainement pas. Toi, tu dis ce 2028, c'est pas si loin que ça. Bon, c'est le 1er janvier, donc c'est 31 décembre 2027. Voilà. 331 kWh par mètre cube. Bon, tout est dit. L'idée, si on en reste là, tu dis c'est bien, quoi. Pas de surenchère. On a ça, et pour le tertiaire, on a le décret tertiaire, avec les économies sur 10 ans. Absolument. D'accord, c'est clair. Frédéric Pellissolo, pardon, Denis, vas-y. Encore un point, il y a toujours ce risque, effectivement, que le bailleur privé à qui le professionnel va dire « mais non, monsieur, vous n'êtes pas dans les clous, je ne peux pas m'occuper de vous », eh bien c'est qu'il gère lui-même son bien. Alors, ça fait la transition. Frédéric, est-ce que c'est un risque, ça,
Là-dessus, tu es un peu schizophrène. Moi, ça m'arrange pour poser ma question. Bon, tu fais profession de gérer le patrimoine des investisseurs. Est-ce que tu dirais que plus de contraintes, c'est un élan vers la réintermédiation, parce que le propriétaire peut dire, bon, moi, je ne veux pas gérer tout ça, je délègue. Ou est-ce que si c'est trop dur, je dis, ben, moi, je vais échapper au contrôle, aux fourches codines. Si c'est un professionnel, je vais être obligé d'en passer par ces obligations. Si je gère moi-même, personne ne viendra y voir. Est-ce que c'est une logique, ça? Et est-ce que d'ailleurs, ça vous préoccupe à l'UNPI, parce que vous conseillez les propriétaires, et j'imagine que vous les conseillez plutôt pour respecter la réglementation que l'inverse? Oui, enfin bon, d'abord, moi, personnellement, je suis les deux, parce que je suis bailleur, personne ne me... Voilà, tu es schizophrène, c'est ce que j'ai dit. Oui, je suis pas schizophrène, mais il faut avoir un métier dans la vie, et il se trouve que je suis administrateur de biens. Bon, ça arrive, on peut être les deux. Bon. Non, mais ce que je pense, enfin, ce qu'on voit plus exactement, c'est qu'on voit les deux, en fait. C'est-à-dire que quand la réglementation se complique, on voit bien, elle se complique de plus en plus, on voit quand même beaucoup de bailleurs, de particuliers, bah, ils voient la nécessité de s'adresser à un professionnel. Une deuxième chose aussi, c'est le vieillissement aussi des bailleurs. C'est-à-dire qu'un bailleur, moi je l'ai vu chez moi dans mon cabinet, j'ai vu des gens, on leur faisait que la location, et puis un jour ils sont venus et on leur a géré parce qu'ils avaient pris l'âge, ils ne voulaient plus s'ennuyer. Donc, on voit cette catégorie de gens, effectivement, qui vient parce que ça se complique et on a besoin du conseil du professionnel, ce qui est plutôt une bonne chose. Et on voit aussi à l'inverse des gens, enfin une crainte qu'on voit, ça c'est dans la loi Nogales, on se dit, moi j'ai vu plusieurs personnes me dire écoutez, moi si on doit m'imposer des choses et que c'est l'administrateur de biens qui va décider de qui on met dans le logement, et moi j'aurais pu voir au chapitre, là effectivement, et en plus ça va me coûter plus cher, là peut-être, là je ne serais plus d'accord. Donc je pense qu'on a les deux cas. Et puis, alors, moi, je voulais faire une petite remarque par rapport à ça, parce que on répète là depuis quelques temps. Avant, on disait qu'il y avait l'intermédiation, c'était à peine 50% du marché. Maintenant, l'intermédiation, c'est plus qu'un tiers du marché. Bon, moi, je veux bien, mais elle est où la statistique de tout ça? Ou comment on a compté? Parce que moi, je vais vous dire une chose. Alors, ça n'a pas valeur de statistique. Mais moi, régulièrement, tous les jeudis, je reçois des adhérents. Et dans les adhérents que je reçois depuis plusieurs années maintenant, eh bien, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'à peu près 1 sur 2, c'est-à-dire que vient nous voir, disons, la moitié gère elle-même et l'autre moitié a un professionnel. Et ils viennent nous voir, même en ayant un professionnel, parce que parfois, ils ont des questions, des litiges, des problèmes. Bien sûr. Ils ont besoin de renseignements parce que le professionnel, bien sûr, faut le contrôler. Merci beaucoup, Frédéric. Vas-y, je t'en prie. Question aussi, la statistique des 2 tiers, 1 tiers, j'aimerais bien qu'un jour qu'on me l'explique, parce que j'avoue que je ne la connais pas. Voilà. Alors, effectivement, j'ai évoqué tout à l'heure ce chiffre qui était reproduit dans le rapport de Michael Nogal, mais qui n'a pas lui-même ni inventé ni calculé. On a eu des rapports de l'ANIL qui le mentionnaient. Ça peut mériter réexpertise. Je retiens la question. On est vraiment non seulement au terme du débat, mais on l'a dépassé. Mais je pense que personne ne s'est ennuyé. Il n'y a qu'à voir le niveau encore maintenant des participants. Je vais pour autant y mettre fin. Je crois que ça a été très riche. Moi, je voudrais vous remercier au nom de l'animateur que j'ai été. Voilà, je suis un animateur heureux. Je trouve que vous avez été très incisif, vous êtes complétés les uns les autres, le député aussi qui nous a quittés. Et je passe la parole à François-Emmanuel, par exemple, en l'absence de la présidente de l'UNIS du Grand Paris, François-Emmanuel et Benjamin, pour le mot de la fin et aussi pour annoncer la date du prochain débat. Je leur laisse le faire. Et quant à moi, d'ailleurs, je voudrais vous dire que demain, il y a à l'initiative, il existe d'autres lieux de débat, honorables aussi, et notamment le club des décideurs de l'immobilier collectif. J'ai eu le plaisir de créer avec une entreprise partenaire de l'UNIS et de la FNAIM, qui est ISTA. On a parlé tout à l'heure
répartition de frais. Voilà, ISTA a souhaité aussi créer un lieu de débat. Et demain, on va débattre de la rénovation du parc HLM et du parc privé. Il y aura plein de points communs à la même heure. Voilà, je fais un petit peu de publicité parce que je crois que c'est vraiment le moment de manier les idées et d'éclairer le gouvernement et le Parlement. Je pense qu'on l'aura fait ce soir et on aura beaucoup informé aussi les parties prenantes. Benjamin, François-Emmanuel, à vous. Bien, on a parlé beaucoup de fonds, c'est-à-dire de sujets pour lesquels, en effet, les propriétaires peuvent avoir quelques réticences. Mais moi, je vais parler aussi de la forme, la communication qui a eu lieu jusqu'à présent, là où, en effet, l'investissement, et en particulier l'investissement locatif, donc pour une durée assez longue, a besoin de sérénité, de stabilité. Or, tous les témoignages que l'on peut en avoir jusqu'à présent, quand on parle de rente, quand on parle en effet tout nous incline jusqu'à présent à voir dans les effets de communication qui sont faits uniquement une défiance vis-à-vis du propriétaire bailleur. Et ça, pour le coup, je pense que c'est ce qui retire le plus de bien de toute la location. Parce que tout ce qui est technique dont on a parlé tout à l'heure, en tant que professionnel, la plupart du temps, on assume sans trop de difficultés. Ou du moins, on arrive à y faire face. En revanche, véritablement, nos propriétaires se retirent du marché locatif tout simplement parce qu'ils ont la crainte que la réglementation change, mais surtout la fiscalité change. Donc, il faudrait vraiment avoir le grand soir fiscal dont on a parlé tout à l'heure et que les choses soient entérinées de façon, on va dire, durable. Voilà. C'était vraiment un mot de conclusion parce que tout le reste, bien sûr, sur le fond, a toute sa valeur. Mais c'est, je pense, véritablement aussi, ce serait un signe un jour d'un bon, voilà, c'est très favorable. Alors je souligne, François-Emmanuel, je reprends juste la parole 10 secondes pour souligner qu'on a maintenant un haut commissaire au plan. On va replanifier dans ce pays. Peut-être que pour le logement, ce serait une très bonne chose parce qu'il faut donner de la stabilité. Eh bien, mine de rien, je pense que c'était une très bonne idée d'avoir un commissaire au plan. Dans le cadre de mes études, je l'en avais rencontré peut-être le dernier d'entre eux, et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant. Et il serait temps de se projeter au-delà du quinquennat, sachant qu'un quinquennat, maintenant, 3 ans, donc c'est ça. Plus rien, voire même les 100 premiers jours, hein, comme on le sait très bien. Merci. Allez, Benjamin, ce sera vraiment le mot de la fin, décidément. Benjamin ? Je souhaiterais, au nom du cercle, remercier tous nos invités parce que le débat a été riche et effectivement, on a pu aborder tous les sujets. Je suis sûr et certain que ça permettra à tous les auditeurs d'être un peu plus informés qu'ils n'étaient et c'est une excellente chose. Moi, mon mot de la fin, ce sera essayer d'analyser avant d'annoncer, voilà, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, les effets d'annonce nuisent aux professions que nous représentons. Et je pense que si on prenait un petit peu de recul, on éviterait des débats et de prendre trop de temps pour aboutir au même résultat. Bon, mais c'est vrai, écoute, voilà, allez, je reprends la parole pour dire que je n'ai pas senti ce soir de passion au mauvais sens du terme. Hein. Il y a eu beaucoup de respect entre les débatteurs et je pense qu'on peut en sortir avec des points aussi de sérénité et de réassurance et puis plein de questions. Mais le combat continue, hein. Le député l'a dit. Il faut ferrailler, il faut défendre un certain nombre de points que collectivement, ce soir, j'ai l'impression que vous avez souhaité, y compris le parlementaire qui était avec nous. Merci beaucoup. La date. Et nous nous retrouvons. Alors, nous nous retrouvons. Allez, qui a la date qui la connaît par cœur ? 3 novembre. 3 novembre, 17h. Bon pied, bon oeil. Portez-vous bien, soyez sages.